Bon, à ce soir, on s'attaque au drame humain, trame cosmique. On va lire la petite explication pour nous grounder un petit peu avec la conférence. Telle une immense toile d'araignée, la trame cosmique est dessinée, et telle de fines gouttelettes de rosée, l'homme coule sur cette toile n'ayant d'autre alternative que d'en suivre les fils. Qu'est-ce que le drame de l'humanité sur cette toile cosmique et qui est l'araignée? Je pense qu'avec un type de conférence comme ça, on va toucher tout ce qui a trait à la manipulation, le libre arbitre qu'on a pu avoir dans d'autres conférences. Bonsoir Daniel, en passant. Le drame. Je n'avais pas remarqué que c'était là. Le drame humain, drame puis trame, on a deux mots qui sont quand même. Si on regarde une pièce de théâtre des fois, le drame est joué par les acteurs, mais la trame, c'est un peu le texte qui est tout écrit, les décors, les costumes, etc. Tu sais, tout ce qui est en arrière, dans l'ombre de la scène. Mais par contre, qui est très important. Chez l'homme, ce drame humain-là, c'est quoi tu as envie de nous livrer à soir sur le drame humain? Bon, premièrement, on n'ira pas aussi haut que, du moins, je veux pas aller aussi haut que les dernières conférences pour permettre au public en général de pouvoir suivre un peu plus les relations entre la trame, le drame et l'araignée. C'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, de temps en temps, c'est possible qu'on ait grimpé dans les cieux, mais disons qu'on va essayer de rester terre à terre. C'est sûr que le fait de connaître la trame, c'est-à-dire que l'être humain, en général, croit avoir un libre arbitre, croit pouvoir décider lui-même de sa vie. Et c'est ce qui amène l'individu à vouloir continuellement se transformer, c'est ce qui amène l'individu à vouloir s'améliorer et à vouloir améliorer sa vie, donc changer. Changer sa vie, changer de métier, changer tout ce qu'il a. Maintenant, vous savez très bien que si vous perdez un bras, vous ne changez pas grand-chose après ça. On a des prothèses. Maintenant, la prothèse, elle va avec l'époque d'évolution. À l'époque des Romains, les prothèses, on n'en avait pas. La trame cosmique, c'est simplement un plan qui permet à des êtres involués de pouvoir évoluer. Qu'est-ce que l'involué et qu'est-ce que l'évolué? Chez l'être humain, l'évolution a été l'apanage des snobs, l'apanage de ceux qui avaient l'impression d'être plus haut en termes de classe sociale, haut, supérieur, par-dessus. Maintenant, l'ésotérisme qui employait le même langage que l'être humain de la rue pour s'exprimer, quand il parlait de haut, parlait évidemment de la hauteur de vibration, c'est-à-dire surtout de la vitesse vibratoire. Alors, l'individu qui est involué est donc un individu qui a en moyenne, donc la moyenne de toutes les vibrations de ses corps, et il en a 4 planétaires, un corps mental, un corps astral psychologique, un corps vital, la vie et un corps physique. La moyenne de son taux vibratoire fait qu'il a un taux vibratoire bas. Donc, il n'est pas évolué par rapport à l'individu qui a un taux vibratoire haut. Maintenant, il n'y a pas de snobisme ésotérique chez l'initié. Tu es plus évolué en ce sens que ton taux vibratoire est supérieur à un autre. De par ce fait même, tu vas être capable d'entrer en relation avec des énergies qui vibrent plus haut. Et l'individu qui a un taux vibratoire vibrant bas, lentement, dense, matériel, ne peut pas entrer en communication avec des énergies supérieures, qui vibrent plus rapidement. Alors donc, ésotériquement parlant, tu es évolué. Et l'ésotériste est extrêmement raciste. Je suis raciste. Dans le racisme des initiés ou ésotériques, dans le racisme fondamental du plan qu'on peut appeler plan divin, mais disons que Dieu n'a rien à foutre dans ce plan-là, pas le Dieu que l'homme connaît, dans la trame cosmique, il y a un racisme, il y a ceux qui savent, donc ceux qui, dans un contexte d'évolution, comme celui de la planète Terre par exemple, connaissent des choses, savent. Il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, donc ceux qui ont un plan vibratoire qui est en progression et qui est suffisamment élevé pour pouvoir être accroché, pour pouvoir s'agripper aux vibrations de ceux qui savent. Et il y a ceux qui représentent le reste, qui sont le fondement même de l'évolution des races pour permettre à l'intérieur d'une race d'avoir une élite qui va faire partie de ceux qui est susceptible de savoir. Donc, je m'adresse à ceux qui sont susceptibles de savoir et ceux qui ne peuvent pas savoir, évidemment, n'ont rien à faire avec moi. Maintenant, la majorité du public qui est susceptible de savoir, c'est un public, évidemment, qui va se déplacer pour savoir, et le public, l'extérieur, c'est-à-dire le reste de ceux-là, c'est un public vers lequel on ne doit jamais se déplacer pour leur montrer. Tout à l'heure, je parlais des pertes d'énergie, d'économie d'énergie.
Alors, vous déplacez pour aller enseigner à des individus qui ne peuvent comprendre, c'est une perte de temps, et de ce fait même, vous risquez juste de rabaisser votre taux vibratoire pour perdre vous-même la connaissance. Alors, vous allez perdre ce que vous avez et tout ce que vous auriez pu avoir. La trame, c'est un plan. Un plan, ce n'est pas un plan dans le sens psychologique humain, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan tracé par un désir de Dieu, un désir d'une forme d'énergie. Ce sont simplement des relations et des conséquences à l'intérieur de relations, c'est-à-dire qu'une chose est là, une chose est là. Si, de par leur formation, de par la matière qui les anime, elles s'attirent, il y aura attraction. Si elles se répulsent, il y aura répulsion. Si elles sont neutres, ils ne bougeront pas. Et ce n'est pas un désir d'attraction. Tu es attiré ou tu n'es pas attiré. Mais ce n'est pas toi qui le désires. L'être humain qui aime croit aimer. Et je désire cette chose, donc je suis attiré par cette chose. Non, en réalité, l'être humain est attiré par quelque chose, et de ce fait, croyant qu'il se manipule lui-même, il va transformer cette attraction en une espèce d'idéal qu'il appelle désir. J'aime cette femme ou j'aime cet homme, donc je vais aller vers lui. Mais en réalité, tu vas vers lui parce qu'il y a attraction, et cette attraction-là est indépendante de toi et de tes foutus désirs. Tu y vas parce que tu n'as pas le choix d'y aller. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas le choix de l'aimer ou de l'haïr. Vous pensez que c'est vous qui déterminez vos goûts. Non. Certains individus aiment le rouge, d'autres ne l'aiment pas. Et ce n'est pas tributaire de l'individu. L'individu ne détermine rien. L'individu est manipulé. L'individu suit des chemins, comme la goutte d'eau sur la toile d'araignée. Voyez-vous, l'important même de comprendre, l'importance de comprendre ce qu'est la trame cosmique, oui, c'est simplement le fait d'arriver à un moment donné à arrêter de vouloir prendre des décisions pour décider de sa vie. La planète Terre est recouverte de chemins asphaltés. La planète Terre est recouverte de chemins de terre, de chemins de gravier, de chemins d'eau, des rivières, des fleuves, que les bateaux vont emprunter. Si vous êtes en auto, vous allez vous promener sur les chemins d'asphalte ou sur les chemins de terre, sur les chemins de neige ou sur les chemins qui ont été déblayés. Tous les humains ont le choix de se promener en véhicule sur les chemins. Et il n'y a de chemins que ce qu'il y a sur la planète Terre. Alors toi, tu n'as pas des chemins différents des miens. On a tous le même choix de chemin. Si on regarde la ville de Montréal, il y a le boulevard métropolitain, le boulevard des Carrés, l'autoroute Ville-Marie, l'autoroute Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui sont, disons, un quadrilatère de voies rapides qui couvre le centre-ville de Montréal et qui le contourne. Si on prend une carte de la ville de Montréal, on la dépose, eh bien ça, c'est la trame. Et les automobilistes ne peuvent voyager en auto que sur cette trame, que sur ces chemins. Ils n'ont pas le choix. Mais ils ont le choix du chemin qu'ils vont prendre à l'intérieur du choix imposé. Et ça, c'est très, très important d'en voir la différence. L'individu qui décide de couper court par là parce qu'il décide qu'il manipule lui-même sa vie, il se ramasse dans le fossé, dans les champs, dans la rivière, et puis il souffre. L'individu qui reste sur le chemin asphalté ou sur le chemin de terre va selon ce qu'il peut aller. Maintenant, l'être humain, l'automobiliste a un véhicule. Un Jeep, un 4x4, un 4 roues motrices, un immense tracteur, un camion, une petite mini Austin, un bébé Austin. Il a un char, un auto, un véhicule. Vous n'avez pas le choix du véhicule que vous voulez. Vous en avez un présentement, vous n'en avez pas. Donc, vous avez le choix du véhicule, de l'autobus ou de vos pieds, ou du taxi. Mais à travers les choix, taxi, autobus, pied ou etc., c'est limité. Vous n'êtes pas venu ici ce soir en avion réaction, en hélicoptère ou en soucoupe volante. Donc, dans votre choix, vous n'avez pas le choix. Et si vous avez présentement une auto qui s'appelle une mini Austin et que vous voulez traverser un banc de neige de 6 pieds de haut, soyons plus terre à terre, de 6 pouces de haut, ben vous allez rester pris dedans. Si vous avez un 4x4 qui se tient debout, ben, disons jusqu'à 2 pieds et demi, 3 pieds de neige, vous allez passer. Vous avez des pneus en conséquence. Mais si vous avez encore vos pneus d'été sur votre 4 roues motrices, ben vous n'avez pas le choix, quand le banc de neige est en avant de vous, de décider si vous restez pris ou non. Alors, vous prenez un chemin déblayé, comme tout le monde, ou un chemin qui est 6 pouces de neige. Vous contournez le mini Austin, puis vous en allez chez vous, mais vous n'allez pas essayer de traverser un banc de neige de 2 pieds quand je dis banc de neige, disons, un chemin qui est recouvert de 2 pieds de neige.
Moi, j'ai déjà fait avec mon Jeep, j'ai fallu que j'arrête 2 fois pour pelleter mon moteur. Alors, ce qui fait que, disons que quand on a un véhicule qui roule, ça va, mais quand on a un véhicule que la neige rentre tout dans le moteur, à un moment donné, on n'a plus de courant électrique. Tout est court-circuité. Alors, on pèle dans le moteur, puis après ça, on continue. La trame, elle est décidée. Le drame de l'homme, c'est d'avoir une Mini Austin et de vouloir traverser les bancs de neige, non pas de 6 pouces, mais de 2 pieds. C'est d'avoir un Jeep et de vouloir faire le tour de la Terre sur les autoroutes. Et laissez-moi vous dire qu'une bonne auto, c'est mieux pour rouler sur une autoroute qu'un Jeep. L'individu qui a un 4x4 veut faire de l'autoroute, l'individu qui a une Rolls-Royce impeccable veut faire du tout-terrain. Alors, ce qui fait que le drame de l'homme, c'est que l'homme a un véhicule au départ, votre corps physique. Vous pouvez mettre des meilleurs pneus sur votre véhicule, vous pouvez améliorer votre corps physique, vous pouvez rendre plus confortable votre véhicule, vous pouvez encore une fois améliorer votre corps physique. Mais l'individu s'occupe beaucoup plus de laver son véhicule que de mettre des pneus d'hiver quand la neige tombe. Alors, l'individu a un corps physique qui est essayant, qui paraît beau, on s'occupe de l'esthétique du corps physique, mais on ne s'occupe pas de la santé réelle du corps physique. Alors, ce qui fait qu'on a un véhicule, et ce véhicule-là, on l'a. On peut l'adapter. Mais ce véhicule ne peut passer que sur certains terrains, que sur certaines routes. On va tout à l'heure revenir à l'explication psychologique de tout ça dans le vécu de l'homme. Disons que présentement, c'est un très bon parallèle. Alors, ce qui fait que l'individu décide, avec son auto, de couper à travers champs. Mais son Mini Austin reste pris, sa Toyota reste pris, son Ford reste pris. Le véhicule qu'il a, s'il n'est pas adapté au terrain, reste pris. On a, sur les chemins de la planète Terre, on a tous le même choix de chemin. Mais il se trouve, vous avez dû remarquer, que tout le monde ne se trouve pas en même temps sur la même route. Il y en a un avec son bébé Austin qui est pris dans un chemin plein de neige. Il y en a un qui a un 4x4 qui roule dans un chemin de neige, puis lui, il a du fun. L'autre, il n'y a pas de fun du tout. Il y en a un qui est sur une autoroute en panne d'essence, l'autre est sur la même autoroute, pas de problème, le réservoir est plein. Mais il y en a évidemment qui sont en plein désert du Sahara, qui recherchent le chemin, qui n'ont plus d'essence, le toit décapotable refuse de s'ouvrir, ils ont bu toute l'eau du radiateur, et puis là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Les chemins sont là pour tout le monde. Pourquoi toi, avec ton auto, tu as brisé ta suspension dans un chemin plein de trous, alors que moi, avec un autre auto, j'ai passé sur une autoroute parfaitement pavée? Tu avais le même choix que moi, mais toi, tu as choisi. Et c'est le drame de l'homme. On a tous les mêmes choix au départ. On a des corps physiques qui sont très malléables et qui sont facilement adaptables à n'importe quelle condition de vie. Évidemment, si vous me parlez des Éthiopiens, je ne m'adresse pas à ceux qui vivent en Éthiopie, je m'adresse à vous autres. À partir de votre naissance, vous avez un véhicule. C'est à vous d'y mettre des pneus d'hiver lorsque la neige tombe et de les ôter lorsque l'été revient, de vérifier l'huile, de vérifier l'essence, de vous arranger pour qu'il ne roule pas trop vite, de vérifier à ce que la manière vous allez l'employer, ça n'entraînera pas une usure mécanique trop rapide. Mais je pense qu'on s'occupe très mal de son auto, mais je pense qu'on s'occupe mieux de son char que de notre corps, encore. On a un véhicule et on a des chemins. Qui ici est pauvre? On sait, les éthéristes, que c'est un péché d'être pauvre. Parce que ça limite l'expressivité de l'être humain. L'être humain ne peut pas s'instruire, l'être humain ne peut pas s'éduquer, l'être humain ne peut pas jouir de la vie. Quand je jouis de la vie, je ne parle pas juste du plan psychologique, mais je parle de tous les plans. Le corps physique a besoin de gymnastique. T'as pas d'argent pour jouer au tennis, t'as pas d'argent pour t'acheter un suit de jogging. Bon, ben tu t'as même pas d'argent pour te mettre des bas d'un pied. Ben ton corps physique en souffre. Alors, ce qui fait que c'est réellement un péché d'être pauvre. L'individu même qui a des choix, l'individu a le choix de choisir d'être heureux ou d'être malheureux. C'est dur à comprendre pour l'individu qui est malheureux parce que l'individu qui est malheureux ne peut pas, vu qu'il est extrêmement intelligent, il ne peut pas admettre qu'il s'est trompé dans son choix. Donc, c'est bien malgré lui qu'il est malheureux. Tous les accidents que vous avez eus, si vous observez comme il faut, vous n'avez pas eu le choix de les éviter, c'est un fait. Mais vous avez eu le choix en maudit de vous en aller vers l'accident ou de ne pas y aller 2 jours avant, 1 heure avant, 15 minutes avant. Mais ce choix-là, vous ne l'avez pas fait. Vous étiez pressé, vous avez donc pris le choix de partir rapidement. Vous avez un accident. Vous n'avez pas choisi l'accident.
moi, je m'arrange pour vivre selon ce qui m'intéresse. Et je suis parti très bas. Et à un moment donné, j'ai découvert que l'être humain avait le choix de choisir entre ce qui existait. Et dans ce qui existait, il y avait des choses bonnes pour lui et des choses mauvaises pour lui. Et quand je dis mauvaises pour lui, cela veut simplement dire qu'elle n'était pas adaptée à l'individu. L'individu, toi tu choisis une chose, c'est bon pour toi. Moi, je te suis, c'est pas mauvais pour moi. Et quand j'ai découvert cette trame cosmique et que j'ai pu me rendre compte du drame humain, le drame humain, c'est pas compliqué, c'est que l'être humain fait des choix avec sa psychologie et non pas avec son énergie mentale. L'être humain fait des choix à partir de ses désirs, à partir de son émotivité. Vous achetez une auto non pas parce qu'elle est fonctionnelle, mais parce qu'elle est belle, parce qu'elle va frapper le regard de ceux qui vont passer sur la rue. Vous allez vous habiller non pas parce que cela ne coupe pas la circulation. Au niveau de l'aine, si vos pantalons sont trop serrés, au niveau des aisselles, si les manches sont trop serrées, alors ça n'a aucune importance. On va aller s'habiller selon l'espèce d'énergie psychologique astrale que l'on va pouvoir émettre autour de soi. Là, on détermine notre vestimentation. On peut avoir froid, mais c'est pas grave, le manteau est beau. Le manteau, il ne couvre pas les cuisses, mais c'est pas grave, c'est saignant, c'est joli, c'est beau, c'est sexy. On marche en talons hauts et on se déforme la cheville, on se déforme les genoux, on se déforme le bassin et la colonne vertébrale. Pendant ce temps-là, d'autres individus font du yoga, font des exercices pour essayer de redresser leur colonne de façon à laisser passer des énergies pour arriver à évoluer. Ben, si les énergies, c'est important, puis la colonne, elle est importante, c'est important qu'elle soit droite pour que l'énergie puisse amener l'individu à se conscientiser, ben, ça me semble qu'il y a une importance à choisir les pneus d'hiver qu'ils font avec l'auto. Vous savez, prenez un véhicule, un 4 roues motrices qui est chaussé avec du 16 pouces de jante, et vous allez mettre des pneus de BS5 qui est chaussé avec du 10 pouces de jante, ben vous allez voir ce que ça va donner comme véhicule. Vous allez user ses différentiels, vous allez user sa direction, ça va vous coûter cher d'essence. Prenez des BS5 qui met quelque chose du 10 pouces, mettez-y du 16 pouces, ben vous allez tout diriger vos ailes. Ben, les pneus ne rentreront pas, ça se défonce en masse. Mais on se chose de la même manière. C'est drôle, c'est comique, ça a l'air bien terre à terre, le phénomène, mais c'est très, très important. Puis l'individu qui est dans un drame, et c'est le drame de l'humanité, celui de vouloir choisir par rapport aux autres et par rapport à ce qu'il a l'expression qu'il a lui-même. L'être humain est triple, l'être humain est ce qu'il est en réalité, ça il ne le sait pas. L'être humain est ce qu'il pense qu'il est, et l'être humain est ce que les autres pensent qu'il est. Et l'être humain vit pour les deux derniers, pour ce que les autres pensent qu'il est et pour ce que lui-même pense qu'il est. Jamais pour ce qu'il est. C'est le drame de l'homme. Parce que tout est tracé. Les chemins qui sont pleins de choses pour l'homme, les chemins prévus, les chemins faciles existent. L'être humain, lui, fait un choix. Il suit le plus beau. Alors, je rentre dans la porte la plus belle. Et puis, par après, ben, je choisis encore les choses qui vont avec mes goûts. Un jour, vous aimez une chose, le lendemain, vous ne l'aimez pas. Et si vous choisissez votre vie, vous orchestrez votre vie à partir de vos goûts. Et vos goûts changent, comme vous changez de chemise. Alors, l'orchestration de votre vie ne peut pas vous satisfaire. L'être humain a le choix. L'être humain peut choisir d'être heureux ou d'être malheureux. Et l'être humain choisit d'être heureux, mais avec sa psychologie. Alors, je veux être heureux, alors je vais donc aller voler le tour du voisin, et je vais être heureux avec. Mais tu vas être malheureux aussi. Parce que le chemin sur lequel tu t'engages est un chemin qui est voué au malheur. Il n'y a pas grand-chose chez l'homme. Pas grand chemin qui réellement sont intelligents. Vous savez, tous les chemins mènent à Rome. Moi, je m'évertue à dire que c'est faux et que tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome. Disons que pour arriver à se conscientiser, pour arriver à augmenter son taux vibratoire, il n'y a pas plusieurs chemins. Non, c'est faux, il y a un chemin. Et toutes les outils techniques et tous les chemins qui sont autour de ça, qui donnent l'impression à l'homme d'évoluer, ne font qu'amener l'homme à ce chemin. Où l'homme, rendu là, va comprendre que ces techniques ne lui servent plus à rien, que ce qu'il faisait ne sert à rien, que le culte qu'il avait est une foutaise, que les choses organisées pour lui, mais pas par lui, sont des pièges. Et une fois que l'homme a compris ça, que l'homme est libéré, non pas de la manipulation, l'homme ne peut pas être libéré de la manipulation, l'homme n'a pas le choix. Qui ici a un libre arbitre et qui décide un jour d'avoir un accident? Qui ici a un libre arbitre et qui décide un jour d'être malade? À part des personnes complètement stupides, il n'y a personne ici. Mais n'empêche que vous êtes malade, que vous risquez des accidents, que vous avez eu un paquet de phénomènes malheureux dans votre vie. Alors, le libre arbitre, vous le placez aux poubelles, et puis l'homme peut commencer à travailler. L'homme n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme en a un et l'homme en a pas. C'est comme les élections. Prochainement, on va avoir des élections. On va avoir 4 partis ou 5.
pour lequel on pourra voter. Alors, vous êtes libre de voter un de ces 5-là. Pas le 6e, pas le 7e, pas le 8e. Un de ces 5-là. Alors, vous n'avez pas le choix. Vous devez voter pour le moins pire. Pour celui que vous croyez le moins pire. Mais vous avez le choix. C'est pas dictatorial. En ce sens qu'on n'oblige pas l'individu à accepter un régime, mais on l'oblige à accepter un parmi 5 régimes. Alors, dans l'évolution de l'homme, c'est le même phénomène qui se passe. Et ça, l'être humain qui arrive à voir la manipulation finit par s'imaginer qu'il a tout compris. À un moment donné, il faut brasser le derrière de l'homme. L'homme va se faire brasser prochainement par des événements, et ces événements-là, l'homme ne les souhaite pas, mais l'homme les a choisis. L'individu qui décide à un moment donné d'être non violent, je ne tuerai jamais personne, et qui devient policier, il porte un revolver, il n'a pas le choix. Et ce qui fait qu'un jour, lorsqu'il aura à tirer sur quelqu'un pour sauver sa vie, et s'il le tue, il l'aura tué. Et il dira qu'il n'aura jamais voulu tuer. Mais c'est faux. Il s'est engagé sur un chemin de la trame cosmique, un chemin qui le voue à apporter une arme à feu, un chemin qui le voue à être dans des situations où il aura peut-être besoin de cette arme à feu, un chemin où un jour il découvrira que j'ai pas tué. Non, mais ton collègue s'est fait tuer parce que t'as pas osé tirer. Et si toi t'aurais pas été là et qu'un autre aurait été là, il aurait pu tirer et ton collègue serait encore en vie. T'as pas fait le choix. T'as fait le choix en maudit. Tu roules vite sur l'autoroute, tu choisis pas d'avoir un accident. Mais tu viens d'embarquer sur une trame que tu ne connais pas parce que tu n'es pas conséquentiel dans tes décisions, donc tu n'es pas prescient, mais tu t'en vas, tu ne connais pas l'avenir et tu ne peux connaître l'avenir. Lorsqu'on tire au tarot, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste extrapoler sur le chemin que l'individu suit déjà. L'individu est dans un chemin, sur l'autoroute, sur le métropolitain, et moi, j'ai pu prévoir avec des cartes ou avec n'importe quel phénomène de voyance que la prochaine sortie, à partir d'où tu es, c'est la Cordaire. C'est les Galeries d'Anjou. C'est Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on tombe dans Repentigny. Je peux prévoir cela. Maintenant, si tu sors à Saint-Jean-Baptiste, mon tirage de cartes est plus tout à fait vrai. Mais si je retire aux cartes, je vais te dire que sur Saint-Jean-Baptiste, tu vas avoir Sherbrooke, que tu vas avoir telle rue jusqu'au fleuve. Et que vu que tu changes de chemin, c'est la trame que tu suis à toutes les 3 rues, je peux prévoir que tu vas tourner à telle place et que là encore, il y aura. Mais n'importe quand, l'individu change de chemin puis l'individu change son avenir. L'avenir n'est pas obligé à l'homme. L'homme n'a pas un avenir destiné irrémédiable. L'homme a un choix limité. Dans ce choix limité, il est manipulé. Dans ce choix limité, il n'a pas de libre arbitre. Il est destiné. Mais dans cette destinée, l'homme a le choix. Vous n'avez pas le choix, vous devez vivre jusqu'à votre mort. Suicidez-vous immédiatement, j'avais raison. Vivez 150 ans, j'avais raison. J'ai raison. Mais vous avez le choix, dans ce non-choix, de vivre bien, très bien, mal, très mal. Ça, c'est votre choix. Et dans ce choix, vous êtes encore limité par votre psychologie. Et c'est le drame de l'homme. L'homme n'est pas sur la terre pour souffrir, l'homme est sur la terre pour évoluer. Et quand je dis évoluer, cela veut simplement dire d'admettre une transmission génétique de potentiel humain. Je suis intelligent et je transmets par la génétique, mes enfants sont donc intelligents. Mais sachez bien que l'évolution, elle est totalement contraire à l'hérédité. L'hérédité a fait que tu es devenu un être humain ce que tu es. Donc, suffisamment raffiné physiquement, avec une prolongation de vie, parce qu'il y a évidemment une évolution dans le plan vital, avec une psychologie qui peut créer une esthétique encore plus extraordinaire parce qu'il y a évolution dans le plan de l'astral, avec une technologie exemplaire parce qu'il y a évolution dans le plan du mental. C'est une évolution génétique, donc c'est l'hérédité qui te donne cela. Mais tu dois lutter contre l'hérédité. C'est-à-dire que tu dois transformer l'hérédité. Et l'évolution, évidemment, est complètement destructrice de l'hérédité, en ce sens que tu ne transmettras pas à tes enfants ce que tes parents t'ont donné. Tu devras améliorer ce qu'ils t'ont donné pour transmettre autre chose que ce que tes parents t'ont donné. Donc, l'évolution est anti-hérédité.
Mais l'évolution, évidemment, est transmise dans la génétique par l'hérédité. Mais l'évolution se fait que s'il y a brisure d'hérédité pour améliorer l'hérédité. Donc, on peut dire à ce moment-là que tu élargis les mailles de la toile d'araignée qui te permet de passer au travers. Non. Tu ne peux pas rien faire avec la trame. Par contre, tu peux amener l'être humain à finir par être suffisamment évolué pour pouvoir envisager un peu plus d'espace dans la trame. Au lieu d'avoir un chemin obstrué par le trafic, puis sacré parce qu'il n'y a pas d'autres chemins pour passer, ben, il finit par se rendre compte que d'autres chemins qui sont peut-être moins obstrués, et l'individu finit par pouvoir prendre d'autres chemins. Pourquoi élargir la trame? Dans la trame, il y a le bien, dans la trame, il y a l'homme, donc dans la trame, il y a la facilité, et il y a l'homme, il y a le bien et le mal. Pourquoi élargir entre le bien et le mal lorsque l'homme n'aurait qu'à choisir le chemin où il devrait passer? L'évolution de la psychologie de l'homme, l'évolution de l'astral humain, l'évolution du drame humain, c'est que l'homme finit par croire qu'il pourrait, à un moment donné, manipuler cette trame, manipuler la destinée. Et en réalité, tu ne manipules pas la destinée. Tu ne fais que manipuler le drame de l'homme, tu ne fais que te donner l'impression. Dans une région où il y a famine, on finit par manipuler la trame cosmique, on a l'impression, et on finit par avoir du blé, par avoir des choses extraordinaires. On a eu des pays qui étaient sous-développés par rapport à un pays industrialisé, mais un pays qui ne connaissait pas la pauvreté. À un moment donné, on a découvert la richesse de ce pays-là, et on a décidé de le rendre riche. Alors le coton poussait bien dans ce pays-là. Alors pourquoi le pays n'aurait pas des récoltes de coton monstrueuses? Pourquoi il ne l'exporterait pas à l'extérieur et il pourrait finir par devenir riche? Alors on a décidé, on est allé voir les paysans pour leur inventer l'idée. Alors le paysan, au lieu de cultiver du blé, du riz et de la nourriture, il s'est mis à cultiver du coton. Et il a eu de l'argent pour acheter quoi? Rien. Parce qu'on a cultivé que du coton dans le pays puis il n'y a plus de nourriture. Et ceux qui étaient suffisamment organisés sont devenus suffisamment riches parce que les autres payaient ceux qui payaient les personnes qui avaient des champs, et les autres importaient la nourriture des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Australie, pour se nourrir pendant qu'ils exportaient le coton dans ces pays-là. Et le pays non industrialisé, le pays non pauvre, est devenu riche, alors que toute la population devenait pauvre. L'homme a voulu manipuler. Sa psychologie géniale a pensé régler un problème et il en a créé un immense qui ne peut plus être réglé. Comment régler le problème des pays exportateurs de coton, de soie ou de maison? Comment? Ben c'est simple. Tout ce qui est cotonneux chez vous, on n'en achète plus. Tout ce qui est pétrole importé, on n'en achète plus. Tout ce qui vient de l'extérieur, on ne touche plus. On va acheter leur blé à la place. Ben là, ils vont commencer à cultiver du blé. Puis quand ils vont suffisamment cultiver du blé, on va arrêter d'acheter leur blé, puis on va cultiver, on en a en masse de blé, nous autres. Et là, tous les pays vont être riches, mais vous n'aurez plus de coton, vous n'aurez plus de belles autos, vous n'aurez plus autant d'électricité, vous n'aurez plus autant de confort, mais tout le monde va avoir la même chose. Hein? Vous n'êtes pas prêts à ça? Ils vont rester pauvres. Évident. C'est pas en leur envoyant de l'argent qu'on les rend riches. Ils peuvent pas, ils n'ont rien. À l'époque où l'individu, dans ces régions-là, les Autochtones arrivaient à pouvoir se construire une case qui durait 12 ou 15 ans en chaume, et la pluie ne pouvait pas le traverser quand il pleuvait, ben ils étaient pauvres, couchés dans des hamacs. Aujourd'hui, ils sont riches. Leurs toits sont en tôle troués, avec écrit dessus McDonald's, c'est un vieux restaurant qu'ils ont détruit, avec écrit dessus Force militaire mexicaine, avec tout rouillé, tout percé, avec des morceaux de bois. Ils peuvent plus faire des maisons en chaume parce qu'on a battu les palmiers pour pouvoir planter des IVA, comme en Amazonie. Et là, on a du caoutchouc. Le pays est riche. Mais le paysan n'est plus paysan, il cultive du caoutchouc. Et essayez de vous nourrir avec du caoutchouc, vous allez voir, vous allez devenir petit et maigre. Mais ce n'est pas nécessairement votre drame. Il est aussi votre drame parce que dans la trame qui est limitée à, disons, au choix des individus seuls et non pas une collectivité nationale, ben, vous avez le choix à un moment donné de descendre d'un escalier sans avoir pelleté, de glisser en bas, vous fracturer le bassin. On vous n'avez pas choisi ça, c'est évident. Vous n'avez pas pelleté votre escalier non plus parce que vous avez choisi
que vous n'auriez pas à le faire et que vous n'auriez pas non plus de chute. C'est pas vous autres qui allez déterminer ça. Regardez avec quel plus on a chauffé le véhicule. Et à partir du véhicule vital, physique, psychologique et mental, donc de vos connaissances intellectuelles, passez sur les chemins qui sont adéquats à ce véhicule-là. Le drame de l'homme, c'est le drame dans les autres pays, le drame humain. Mais lorsque les autres pays font la guerre et qu'on augmente le prix du pétrole ici parce que les sans-dessus en Arabie se battent, au lieu de, je sais pas quoi moi, de prier pour nous, on n'a plus de pétrole et on augmente le prix du pétrole. Le drame humain commence à s'étendre ici. Et savez-vous pourquoi on risque une apocalypse? Parce que le drame du Vietnam, qui ne nous touche pas du tout, est un point stratégique pour les Américains ou pour l'URSS. Cuba est un point stratégique, les Philippines sont des points stratégiques, le pétrole d'Arabie. Ça va être tous les drames qui ne nous touchent pas peuvent nous envoyer des bombes nucléaires sur la tête. L'homme change des choses avec sa psychologie, il règle des problèmes. Et il meurt. Et puis vous autres, vous venez au monde. Et vous vivez. Et les personnes âgées, ils disent qu'ils vont être morts avant que ça arrive. Mais vous autres, vous vivez. Vos enfants vont vivre. Et les personnes âgées qui meurent avant les conflits, ou avant le drame même de leur société, vont renaître dans ces sociétés-là, ou dans les vestiges de ces sociétés-là. Le drame de l'homme, il est partout. La trame cosmique, elle est là. L'homme a le choix. Et au lieu de choisir intelligemment, il choisit émotivement. On décide d'enterrer les déchets nucléaires parce que ça règle le problème. Puis avant que les récipients pourrissent, dans 50 ans. J'ai 50 ans. Je pense pas vivre jusqu'à 100 ans. Et puis on aura trouvé des technologies dans 30 ans, 40 ans pour pouvoir déterrer ça, puis pour pouvoir tout régler. Bon, parfait. Mais il se trouve que dans 30 ans, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, ce qui fait que 30 ans après, on a des problèmes radioactifs dans des régions. Combien de fois vous avez essayé de ne pas jeter de papier sur la montagne, sur le Mont-Royal, ou dans la nature, ou sur le bord d'une voie publique, ou dans un arrêt sur l'autoroute, ou des choses, enfin, combien de fois que vous avez décidé de les mettre dans vos poches, pour les mettre dans une poubelle? Et combien de fois par après vous en avez jeté quand même? Un jour, le fait de c'est un verre, on le jette pas, on le garde, on le met dans une poubelle, puis le lendemain matin, ou quelques temps après, en fin de compte, puis merde. Ça crée de l'emploi. Bon. Tu mets dans la rue. L'homme choisit sur la trame avec sa psychologie. Psychologie qui est continuellement changeante parce qu'il suffit simplement votre maison brûle pour vous mettre sans dessus-dessous. Il suffit que vous perdiez un auto ou un membre de votre famille pour tout vous bouleverser. Et l'être humain, fragile mais fragile, prenez ces deux verres en plastique. Vous les voyez? Je suis sûr que si je mets de l'eau dans celui-là, l'eau ne coulera pas à travers. Parce que je n'ai brisé un à côté. L'homme est plus fragile que ça. Parce que si on tue quelqu'un ici, il n'y a plus personne ici qui est apte à continuer à fonctionner. On ne boira pas pour asseoir, Daniel? Non, j'ai pris le tien. Daniel, je peux revenir en arrière un petit peu? Ou tu aimes mieux continuer? OK. Là, il y a un piège dans la toile d'araignée, là, j'essaye de voir. C'est que finalement, moi, j'avais l'idée que pour chaque corps, mettons, chacun de nos corps, on avait une toile d'araignée avec un araignée qui est le manipulateur, si tu veux. OK? Puis plus on avançait dans la subtilité des corps, plus les mailles étaient grandes, puis plus il y avait moyen de passer au travers. Puis c'était subtil, finalement. Je t'arrête immédiatement parce que l'araignée n'est pas le manipulateur et il n'y a pas de manipulateur qui manipule l'homme. L'homme est manipulé, mais il n'y a pas de manipulateur. Et ça, l'homme ne peut pas le comprendre.
Mais l'homme est manipulé et il n'y a pas de manipulateur. La journée que vous vous rendez compte qu'il y a un gros bouton qui pousse sur votre visage ou sur votre nez, vous avez des réactions à l'intérieur. Donc, vous êtes manipulé. Et qui vous manipule, sinon vous-même? S'il y avait un manipulateur à l'extérieur, on pourrait se mettre ensemble et le détruire. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme psychologique choisit des trames qui le détruisent. Les Russes te font peur, attaquons les Russes, tuons-le tout, on n'a plus peur. S'il a besoin de pétrole, il risque d'en manquer, on se garage toutes des stations-service avec des récipients, puis on remplit tout, puis on amène ça chez nous, puis on amène la valise. On règle. Il y a un ton qui rentre dans ton auto, sors ton journal, ta revue, puis sors, si tu le temps, t'auras plus peur. Au cas qu'il te piquerait. Mais s'il te piquerait pas, non, mais s'il pique, fort, tu règles le problème, tu détruis. L'homme psychologique choisit toujours une trame de destruction. Mais le drame de l'homme, c'est que toi, tu choisis une trame de destruction, et l'autre choisit une trame de destruction, et 4 milliards 800 millions d'individus choisissent des trames de destruction. Faut pas, à un moment donné, il y a deux individus qui arrivent face à face qui doivent détruire. Et quand ces deux pays ont détruit autant, l'homme choisit toujours ce phénomène-là. On ne peut pas détruire le manipulateur et on ne doit pas s'évertuer à trouver le manipulateur. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, on s'en fout. Parce que si moi je prends une corde et que je manipule une poupée, je suis le manipulateur. Mais la poupée n'a pas besoin de me détruire pour cesser d'être manipulée. Elle n'a qu'à se détacher de la corde. Et le manipulateur reste là, mais il ne peut plus manipuler. Les trames sont déjà là et l'araignée n'est pas le manipulateur. Elle est celle qui tisse la trame. Et c'est différent. Si on regarde une araignée, là, il y a une partie, je dirais secrète, une substance visqueuse qui colle sa proie, si tu veux, ok? L'homme, donc, il est comme, mettons que c'est une espèce de magnétisme qui entoure l'homme. L'homme, en fait, la seule erreur qu'il fait, c'est à chaque fois qu'il fait un faux choix, on peut utiliser qu'il dirige à l'araignée. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait un choix. Ok. Et quand l'homme fait un choix, la vérité est perdue. L'homme de base ne sait pas. Il ne connaît pas l'avenir et il ne sait rien de l'avenir. D'ailleurs, l'avenir n'existe pas. La trame, elle est là et tout est déjà là. Maintenant, l'homme essaie de bâtir un futur. Donc, il essaie de déterminer une trame dans l'avenir et il essaie après ça de se tenir à cette trame. Je bâtis mon avenir, je prépare mes vieux jours, je fais ci, je fais ça, je prévois un peu mon avenir. Et tant que ma prévision d'avenir, mon orchestration de mon avenir va avec la trame qui est là, j'ai raison. Mais l'homme prévoit à partir de sa psychologie et l'homme essaie de prévoir un avenir pour lui qui ne cadre pas nécessairement avec la trame cosmique, ce qui fait que l'individu continuellement essaie de se tenir à ce qu'il a décidé, mais il ne peut pas se tenir à ça, parce que cela n'existe pas. Ce que l'homme a fait comme choix n'existe pas dans la réalité même de l'avenir. Donc, l'individu est continuellement sujet à la souffrance, il est continuellement sujet à devoir lutter et à devoir transformer la trame psychologique de l'avenir qu'il s'impose. Parce que l'homme se l'impose. Et l'homme se manipule en ce sens que l'homme n'a pas de choix à faire. Il y a un chemin facile et l'homme décide de passer par là. Parce que l'homme ne connaît pas l'avenir, l'homme ne voit pas l'aboutissement du chemin et l'homme décide de choisir. Et l'homme choisit simplement de marcher sur les routes secondaires, sur les routes à côté, qui de toute façon, si tu les parcours toutes, mènent à l'autoroute. Mais tu peux les parcourir des millions d'années comme tu peux revenir immédiatement. L'homme, de prime abord, a un chemin facile, simple. Mais l'homme fait des choix. Et l'homme qui fait des choix est l'homme psychologique. C'est la psychologie qui fait des choix. La psychologie qui est incertaine et la psychologie qui désire. Combien de choix réels avez-vous fait pour déterminer votre évolution ou pour déterminer votre acceptation à la connaissance par rapport au nombre de choix que vous avez faits pour être confortable, être beau ou belle? Regarde. Et l'homme fait des choix. Et à travers le fait d'être beau, tu t'imagines que tu vas être mieux. Mais veux pas, tu vas devenir différent. Tu peux te trouver laid, laide ou beau, belle en vieillissant. Quelle que soit la chose que l'homme essaie d'avoir pour pouvoir régler le problème de sa sécurité ou de son bonheur, de son évolution dans l'immédiat, c'est toujours détruit parce que ce n'est pas bâti à partir d'une trame qui existe déjà. Et ces trames existent déjà.
Si on regarde simplement l'évolution de l'homme, l'évolution des nations, l'évolution des drapeaux, l'évolution des guerres, l'évolution des inventions, l'évolution des compagnies, l'évolution des partis, on a eu des militants à un moment donné dans un parti qui militaient et c'était extraordinaire. Le monde avait un leitmotiv et tout le monde y allait. Et si on regarde présentement le nombre de militants dans ce même parti, on n'en a presque plus. Tu as toujours des choses dans le genre. Et l'individu qui monte est sur une trame. Et l'individu qui veut continuer à monter ou rester là quand la trame diminue, perd tout pareil. Il n'a pas le choix. L'individu qui est là et qui change complètement d'orientation pour prendre une autre trame qui continue à monter ne perd jamais. Mais l'individu s'attache. L'individu donc choisit de par sa psychologie d'essayer de manipuler la trame. C'est un peu comme l'ascenseur que tu parlais la semaine dernière, il faut savoir quand débarquer. Mais on peut-tu dire qu'il y a d'autres trames qu'une trame psychologique? Il n'y a que trame réelle, la trame cosmique, ce qu'on appelle le plan divin. Et cette trame, elle est faite en fonction d'amener des êtres humains contre leur gré à vivre en paix, contre leur gré à évoluer. L'homme n'a pas le choix d'évoluer. L'homme n'a aucun choix. Cette trame, elle est là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu as une espèce d'autoroute qui est rapide. Et pour maintenir l'autoroute, il y a un paquet de vibrations qui diminuent en rapidité, donc qui évoluent, et qui viennent se poser sur un support dense, matériel. Plus les vibrations diminuent, plus il y a matière, jusqu'à temps qu'il y ait matière solide. L'individu a le choix d'être en haut sur l'autoroute ou de circuler sur toutes les formes de vibrations qui maintiennent l'autoroute. L'individu ne veut pas connaître Dieu. L'individu préfère vivre sur les chemins qui maintiennent Dieu. Alors, au lieu d'être celui qui est en contact avec une divinité, la masse préfère être celui qui est en contact avec celui qui est en contact avec celui qui est en contact avec la divinité. Et si par hasard, dans la collectivité que tu connais, un individu devient en contact, tu ne le crois pas puis tu le refuses. Certains autres individus vont décider d'être en contact eux-mêmes. De cette façon, ils sont capables de bâtir la trame. Ils vont faire des choses que Dieu ne peut pas faire. Au nom de Dieu. On l'a déjà vu de toute façon, c'est souvent en conférence. Hein? Il y a un moment donné où tu vas vouloir imposer à Dieu, tu vas faire un sacrifice humain, tu vas faire tel genre de sacrifice, tu vas faire tel genre de prière, tu vas dire dans tes prières que ça fait 20 fois que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, alors tu devrais maintenant mériter et d'avoir, etc. Mais la trame humaine, elle continue. Tu sais, il y a eu une explosion à Hiroshima. La planète Mars a continué à tourner. Puis l'individu qui était sur son bol de toilette ailleurs, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. C'est pas parce qu'à Nagasaki ou à Hiroshima, on avait des milliers d'individus qui étaient brûlés par la radioactivité que ça a changé de quoi dans les régions qui n'étaient pas touchées. La trame, elle est ce qu'elle est. L'individu ne peut rien y changer. Mais l'individu, et c'est l'important. Vous voulez un libre arbitre? Vous en avez un. Mais c'est pas celui-là que vous voulez. Alors on ne le prend pas. C'est le choix d'être heureux ou malheureux. Ce n'est pas un choix psychologique. C'est un choix de vie. Donc, vous exprimez, vous donnez dans l'efficacité votre choix, pas un choix psychologique. Ah, on a un choix, choisis d'être heureux. Et mon char, il est toujours en pente dans la rue. Oui, c'est évident. Mais tu es toujours en train de chialer. Tu choisis toujours d'être malheureux. Et tu n'exprimes rien d'autre. Le choix d'être heureux, ça veut dire simplement de construire, de changer de chemin, et donc de circuler encore sur un chemin mauvais, pour se diriger vers un chemin de plus en plus, disons, carrossable. Et lentement, ta situation s'améliore, et tout va de mieux en mieux. Mais ce n'est pas parce que l'individu fait un choix psychologique que tout s'en trouve transformé. Les individus qui ont gagné à la loterie avaient souhaité gagner autant que les autres individus, que la majorité. Sont rares en Christ, celui qui suicide s'il ne gagne pas. Il va se suicider. La trame, elle est ce qu'elle est. Et tu, à un moment donné, tu vas embarquer dedans le chemin que tu as choisi. Tu vas sur un chemin, tu embarques dans un chemin dangereux, tu choisis un chemin dangereux et tu auras subi les conséquences du chemin dangereux. Parce que tu es sur un chemin plein de trous et tes roues auront à passer dans les trous. Si tu prends un chemin plus facile, c'est un choix à faire. Mais si vous êtes déjà dans un chemin dangereux et vous décidez de prendre un chemin facile, vous allez devoir arriver à l'intersection avant de commencer à changer.
Vous êtes endetté, vous décidez d'économiser de ne plus être endetté. Ben oui, mais vous allez devoir vous rendre à la première intersection sur le chemin des dettes où vous allez pouvoir changer. Une fois qu'on a changé, on n'est pas riche. Maintenant, on doit se diriger jusqu'au chemin de la richesse. Sans être impatient. Parce que si on est impatient, on refait un choix psychologique, puis on décide que ce chemin-là doit être le bon, on va virer sur celui-là. Tu revires dessus, puis tu te ramasses encore dans le même chemin qu'avant. L'impatience, c'est la mère qui décide, qui fait croire à l'homme, qui peut se bâtir une trame. C'est faire une projection, essayer de créer un avenir, c'est simplement en réalité voir où est l'avenir et te dire, bon, ben j'arrive à l'intersection. Fait que tu continues et paf, tu arrives à l'intersection et c'est un fait. Et lorsque ta projection elle est basée sur un phénomène très psychologique où il n'y a pas de discernement mental dans ta projection, ben tu vois, tu vas bien aller, puis t'arrives, puis tu vas toujours mal. L'individu qui décide de faire un choix intelligent, un choix où il ira vers la facilité. Je parle pas du bonheur, parce que le bonheur, c'est collé, le malheur est collé aux fesses. Parlons de facilité. Parce que la vie, c'est facile. L'évolution, c'est facile. Mais l'individu qui fait des choix, qui décide quand Dieu doit venir lui parler, puis quand lui n'est pas disposé à l'écouter, ben l'évolution est difficile. Tu vois? Alors, au lieu de sortir dehors pour apprendre une expérience, t'es occupé à boire. Alors, bois. L'expérience se passe. Au lieu de faire 1 million de choses, tu as choisi de faire d'autres choses. Fais-le. L'individu qui décide d'aller quelque part, même s'il fait froid ou même s'il fait chaud, fait un choix. Et la facilité, ce n'est pas une facilité psychologique, c'est une facilité d'efficacité. Vous arrivez à des résultats plus rapidement et plus vos résultats sont plus efficaces. Donc, en gros, votre évolution est plus facile. Mais le chemin, s'il y a une pente, vous la montez la pente. Si vous préférez prendre le chemin qui descend, et rendu en bas, c'est plein de trous, ben vous êtes en bas. Évidemment, pour remonter, vous allez devoir remonter le chemin plein de trous, et après ça, remonter le chemin en pente que normalement, vous auriez dû monter immédiatement. L'individu doit faire des efforts, mais ces efforts se trouvent couronnés de succès, ce qui fait que tout devient facile, et à un moment donné, tout roule tout seul. Si l'individu ne fait pas de choix. Ne pas faire de choix, évidemment, ce n'est pas le fait. Présentement, dans l'état actuel des choses, l'individu doit faire des choix, il est dans un monde de choix. Il est dans un paquet de routes secondaires où il doit se démerder. Quand il est sur l'autoroute, c'est plus de choix, va-t'en. Mais en attendant, personne n'est sur l'autoroute. Alors, ce qui fait que les individus sont obligés de faire des choix et ils doivent non pas faire un choix à partir d'un contexte psychologique de désir, mais à partir d'un contexte d'efficacité. Je veux être riche, parfait. Prends les moyens pour être riche. Je veux être en santé, parfait. Prends les moyens pour être en santé. Change de chemin. Et prends les moyens pour le faire, mais tu as le choix d'être en santé ou non. L'individu qui est infirme, par rapport à lui-même, dans parfaite santé, c'est nous autres qui essayons de le convaincre qu'il n'est pas correct. C'est nous autres qui allons nous apitoyer sur son sort. Pas capable de s'occuper de nous autres, on va essayer de s'occuper de l'autre. C'est nous autres qui allons lui enseigner comment être un débile puis comment être un handicapé. C'est nous autres qui allons prononcer le mot handicapé, non pas les handicapés, mais les handicapés. Nous allons handicaper la langue même pour leur parler, de façon à ce qu'ils sachent bien qu'ils le sont. Nous allons nommer transport adapté. Nous allons faire un paquet de phénomènes pour bien faire comprendre à l'individu qu'on est humain, qu'on est respectueux et qu'on l'aime, et etc. Lui, on s'en balance comme l'an 40. L'important, c'est ce que j'ai l'impression d'être. On l'écrase pour faire quelque chose pour soi. Mais l'individu qui n'a pas de jambes, il n'a pas de jambes. Qui ici a 3 bras? Vous êtes vachement handicapé. Ben, vu que personne n'a 3 bras, personne s'en plaint. Qui ici a une dextérité manuelle pour jouer du piano? Pas tout le monde. Donc, vous êtes tous handicapés. Mais vu qu'on a décidé dans la société que c'était pas nécessairement une chose primordiale de pouvoir jouer du piano, ben on se trouve pas être handicapé. Et vous avez raison. Ça dépend de ce qu'on est là. Alors, parlez-moi pas des handicaps de naissance. L'individu qui naît syphilitique en naissant, c'est que sa mère avait la syphilis. Et on a donc des torts presque génétiques de la syphilis. On a donc des torts de naissance. Ces individus-là, de toute façon, on va revenir sur une conférence qui est l'évolution des handicapés, et non pas des handicapés. Mais ça regarde même pas le choix. Et l'individu qui naît en Éthiopie a choisi de naître en Éthiopie.
L'individu qui naît ici a choisi de naître ici. Et si vous choisissez d'essayer de spéculer, de philosopher sur l'individu qui est né au Bangladesh, c'est votre choix. Vous n'arriverez à rien. Absolument à rien. L'individu qui décide d'essayer de voler pour être riche n'arrive à rien non plus, il prend un chemin dangereux. Vous avez le choix, et c'est un choix qui ne se fait pas psychologiquement, c'est un choix qui se fait intelligemment vers l'efficacité. Et l'efficacité, ce n'est pas là-dedans, c'est dans l'expression dans la matière. Il n'y a que la matière qui donne la preuve de l'expression d'une énergie supérieure. Et comme énergie supérieure, l'énergie de l'intellect, l'énergie de l'astral esthétique, l'énergie de l'astral émotif peut être une énergie supérieure, l'énergie d'un vital en parfaite santé, l'énergie d'une expression physique. Faire un choix intelligent, c'est simplement de choisir un chemin qui amène à l'efficacité. Vous devez avoir plus d'argent pour vous permettre d'assister à plus de conférences, pour vous permettre d'ouvrir une école, pour vous permettre d'acheter des livres, pour vous permettre de voyager pour découvrir d'autres formes d'énergie tellurique, d'autres formes d'énergie psychologique. Ben, c'est ça l'évolution de l'homme. Vous devez d'être riche. Et ne pas dépenser, c'est pas d'être riche. Vous voyagez, vous n'amenez pas vos enfants. Et moi, je dis, soyez plus riches, amenez vos enfants. Ça a l'air facile à dire, non, c'est extrêmement facile à dire, c'est facile à faire aussi. Il faut prendre un choix. Un choix. L'individu qui est riche ne vit jamais en haut de ses moyens. Même s'il emprunte pour pouvoir se donner l'impression qu'il est riche, il ne vit pas en haut de ses moyens, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il crée une énergie pour pouvoir attirer une énergie. L'individu qui pose, qui n'est pas riche, et qui veut vivre en riche, vit au-dessus de ses moyens, même s'il n'emprunte pas. C'est un choix. Un choix intelligent qui ne se fait pas par la psychologie. Vous voulez être riche parce que vous allez être en paix, parce que, bon ben là, je suis tout, essayez pas d'être riche, je vais tout vous fourrer. Et vous bourrez. Vous allez perdre. Y a-t-il une raison intelligente qui vous amène à être riche? Oui. Intelligente, pas émotive. Là, c'est le temps de faire un choix. Y a-t-il une raison intelligente qui vous dit d'avoir un enfant? Pas émotive. Pas parce que vous manquez d'affection. Si vous voulez en donner, c'est parce que vous en manquez. Y a-t-il une raison intelligente? Oui. C'est le temps de faire un choix. Y a-t-il une raison intelligente de vous marier? Pas psychologique. S'il y en a une, faites un choix. Y a-t-il une raison intelligente d'acheter un livre dans une librairie? Oui. Pensez pas à l'argent. Une raison intelligente, faites un choix. Daniel, l'individu qui investit dans un Ether, qui emprunte de l'argent comme ça, puis qui le fait intelligemment, est-ce qu'en investissant dans un Ether, il investit dans la trame? Si c'est intelligent, il s'arrange pour changer de chemin. Maintenant, c'est évident que si tu veux spéculer sur des possibilités tramiques, disons des possibilités d'avenir, il y a un danger. L'individu qui fait un choix doit commencer par étudier dans le présent ce que le choix va lui amener. Tu achètes un livre, tu dis, si je lis ça à 100 pièces, ça va me transformer de fond en comble. C'est tout à fait psychologique, c'est une spéculation tramique, une spéculation dans l'avenir. Mais si tu te dis, j'achète ce livre-là, il y a des chances que je comprenne de quoi avec, j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin de comprendre, le livre a des possibilités de me transformer. Laisse faire le coup. Achète. Si le livre ne te transforme pas, tu n'es pas déçu. Tu n'as pas spéculé, tu n'as pas décidé qu'il était pour te transformer, je ne veux pas. Tu te connais, intelligemment, tu fais un choix. Tu as besoin d'un moyen de transport, achète un auto. C'est intelligent. Tu n'en as pas besoin, tu en veux un pareil, ben là, réfléchis. Vous pouvez faire un choix psychologique qui, par hasard, est sur la trame, alors il n'y aura aucun danger. Oui, mais disons que le nombre de choix que l'humain fait n'est pas sur la trame, il est dans une trame spéculative, une trame que lui-même essaie de déterminer, et il essaie de s'obliger à suivre une trame psychologique qui n'existe pas, qu'il s'oppose lui-même. Alors, déjà assez d'être manipulé sur une trame qui est déjà là. Vous savez, le chauffeur de la locomotive suit une voie ferrée. Et, rendu aux aiguillages, cela dépend évidemment de celui qui va manipuler les manettes. En attendant, il suit la voie ferrée. Et il se dit, je m'en vais à Moscou. Puis, je souffre, c'est pas là que je vais aller, c'est ici, c'est ça. Alors, à un moment donné, il décide d'arrêter le chemin, de couper la voie ferrée, de la tordre, puis là, il fait un choix. Alors, il s'en va plus à Moscou. Mais le train renverse, c'est pas long, puis les wagons se rentrent un dans l'autre, et puis ça finit là.
Mais l'individu a fait un choix. L'individu s'est prouvé que Dieu ne le manipulait pas. Jusqu'à temps qu'il finisse par arrêter de marcher à pied, plus de boussole, sans savoir où ce qu'il va, ou jusqu'à temps qu'après 3000 ans de marche, il se rend compte qu'il arrive dans une ville extraordinaire, qu'il se met à courir, puis là, il veut savoir, puis c'est Moscou. Bon, mais l'individu, Daniel, on voit là que ça se dessine que la trame, en fait, elle est inchangeable pratiquement. Elle n'est pas inchangeable pratiquement, elle est totalement inchangeable. Bon. Et l'homme peut choisir un bon chemin d'un mauvais chemin, mais l'homme ne peut pas prendre un mauvais chemin pour le transformer en bon chemin. Ça serait une perte d'énergie totale parce que le bon chemin existe. Il existe déjà. Eh oui. Mais est-ce que présentement, présentement ou dans le passé, est-ce qu'il y a des êtres qui se sont échappés de cette trame-là? Il n'y a aucun être qui s'est échappé de la trame. Par contre, il y a certains êtres, on en a quelques-uns ici, qui ont réussi à étendre leur échelle de conscience, donc à devenir prescients, à se conscientiser, où ils ont pu voir une grande étendue de la trame, c'est-à-dire qu'ils ont fini par connaître le plan divin. Ils ont connu la trame. Et de ce fait, ils ont pu voir où était l'humanité, dans quelle trame, dans quel chemin elle fonctionnait, où lui devait s'en aller, pour qu'il puisse fonctionner au maximum de son évolution vibratoire. Et ces individus-là, disons, de cette façon, ont échappé à la manipulation sans manipulateur, à la manipulation de la psychologie de l'astral planétaire sur l'astral de l'homme. Et ils ont pu s'échapper de la manipulation, mais non pas de la manipulation tramique. Ils ont vu l'intelligence du chemin. Toi, tu as de l'eczéma. T'en as plein sur le visage et sur le corps. Et toi, tu décides, et c'est ce que l'homme fait. Ça a l'air poussé, mais merde, pensez à ça et vous allez voir que c'est ce que vous faites. Alors moi, je m'en vais dans un hôpital, je paye 3 milliards de dollars pour qu'on fasse une opération sur moi pour me guérir de mon eczéma. Alors, l'hôpital s'en va dans la rue, trouve un individu qui n'a pas d'eczéma, en parfaite santé, on le tue, on l'amène, on lui ôte le cerveau, on prend le tien, on le met dans le tien, on referme tout, et voilà, tu as maintenant un corps en parfaite santé. C'est ce que l'homme veut faire. L'homme veut prendre une trame mauvaise pour la transformer en une trame bonne, quand il existe déjà une trame bonne à côté. Au lieu de prendre des médicaments, te guérir, ou si tu as mieux changer de chemin, t'en aller dans la bonne trame, tu peux faire, oublier ce corps-là, puis te transformer toi, prendre ton cerveau pour essayer de t'embarquer dans un individu qui est en parfaite santé. Puis tu vois la complication que ça donne, la perte de temps, la perte d'énergie, et d'ailleurs c'est impossible dans l'état actuel des choses parce qu'on n'a pas suffisamment de potentiel médical et technique. Pourquoi essayer de prendre un chemin mauvais et de tout transformer en un bon chemin quand il existe déjà à côté? Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un autre chemin puis y aller vers. Alors, l'énergie ne se gaspille pas. L'homme ne gaspille que son énergie, mais l'homme ne gaspille pas l'énergie de la trame. Alors, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Le mauvais chemin, c'est pas de transformer tout l'univers en bon chemin. Présentement, il y a des individus qui souffrent. Les médecins savent que 80% des patients veulent être malades. Ils ont besoin d'attention, d'affection, et ce sont des formes d'expressivité de plusieurs choses. Alors, les individus veulent être malades. Pourquoi perdre de l'énergie à vouloir en faire en sorte qu'ils soient en santé? Ils ne le veulent pas. Ils veulent des médicaments. La trame, elle est mauvaise. Tu es dedans, suis-là. Tu veux changer, change. Chose qui est sûre, c'est qu'il y a des millions de chemins et il n'y a pas beaucoup d'individus qui se trouvent être sur le même chemin en même temps. Présentement, ce soir, on est tous dans un carrefour tramique et on est tous ensemble réunis. L'individu qui est dehors a pris un autre chemin. Et lorsque vous allez vous éparpiller, on retourne tout de suite d'autres chemins. La trame, elle est complexe. Mais on peut prendre des choix. Bon, on continue avec la période de questions. C'est comme si, Daniel, l'énergie qui n'est pas utilisée à travers la trame, l'énergie, il faut qu'elle soit utilisée à travers la trame. Elle est inutile si elle n'est pas utilisée à travers... L'énergie sert à deux choses dans l'évolution de l'homme seulement. À l'extérieur de l'évolution de l'homme, bon, il y a plusieurs formes d'expression, d'utilité, mais disons qu'on parlait de ce que l'homme connaît un peu, son évolution. L'énergie, elle sert à s'accumuler en toi pour disons, augmenter de taux vibratoire. Autrement dit, l'énergie sert à permettre à l'homme d'arriver à se conscientiser. Autrement dit, l'énergie sert à l'homme pour lui permettre une évolution. Ou l'énergie sert à l'homme pour créer des futurs possibles, des trames illusoires
un monde d'illusions non réelles qui n'a aucun rapport avec la réalité tangible. Alors, l'énergie sert à un ou à l'autre. Alors, l'individu qui évolue est un individu qui ne fait pas de choix, qui suit donc les voies du Père, c'est-à-dire qu'il suit les voies déjà tracées, ceux de la trame cosmique, qui, évidemment, expriment le côté rapide ou facile de l'évolution. Celui où l'énergie que tu accumules et que tu génères ne peut servir qu'à augmenter ton taux vibratoire. Si tu prends l'autre chemin, l'énergie ne fait que servir ta psychologie, ton expressivité psychologique. Alors, au lieu d'évoluer, tu es pris à régler des problèmes que tu te crées pour t'amuser à les régler. Bon, alors ton énergie, elle sert à deux choses, elle sert à rien d'autre dans l'évolution de l'homme. À un moment donné, sauvons l'énergie, c'est du bon sens, puis... OK, une première question. L'homme qui vit selon son intuition et qui tente de la suivre le plus strictement possible, sans se préoccuper de ses désirs ou émotions, n'a-t-il pas plus de facilité à suivre la trame sans emprunter le chemin raboteux et ainsi la traverser avec moins de drame? Claude? Bon, vois-tu, Claude, il faut bien comprendre que dans l'intuition de l'homme, premièrement, il faut bien comprendre simplement que tout ce que l'homme expérimente, il l'a en mémoire, et tout ce que l'homme a en mémoire, il essaie de s'en servir avec sa psychologie. Alors donc, tu as une idée géniale par ton intelligence mentale, et par après, tu vas essayer de ne pas te servir de ton mental, juste pour essayer de reprendre l'expérience que tu avais pour la réadapter à l'extérieur. L'individu qui, pour la première fois, change une roue à plat de son auto, et qui n'a jamais appris, se sert de son mental, et le mental, c'est la faculté qu'a l'homme de fouiller dans ses mémoires pour pouvoir s'en servir d'une façon efficace dans la réalité. Donc, il fait un travail mental. La deuxième fois qu'il va changer une roue de secours, il ne fait plus de travail mental. Il se sert de son expérience toute complète, il vient l'adapter là. C'est une facilité de la psychologie qui ne veut pas laisser de travail au mental, de peur qu'un jour le mental prenne le dessus sur elle. Autrement dit, au lieu d'être un homme psychologique, vous risquez un jour de devenir un être efficace et intelligent, au lieu d'être un être inefficace, émotif et psychologique, avec une parcelle d'intellect qui apparaît seulement quand la psychologie de l'homme ne peut pas régler un problème. Alors, l'individu qui est normal, disons, vous autres, vous êtes normal, tout ce qui est mémoriel, tout ce qui rentre à l'intérieur de l'homme, la psychologie tend à s'en servir pour ne plus avoir à ouvrir de porte. Vous allez voir une personne qui vous donne un conseil, et quand le conseil est appliqué, on essaie de toujours s'arranger pour ne pas avoir recours à cette entrée de connaissance-là. C'est-à-dire que si on regarde la psychologie par rapport au mental, le mental règle un problème, après ça, on essaie de plus faire affaire avec le mental, on essaie de se servir que de notre expérience. C'est très dangereux. Un jour, vous vous promenez, vous avez une intuition. Intuition désignant par là un contact avec une forme d'expressivité supramentale. Autrement dit, une énergie supérieure au mental qui n'est pas reliée aux mémoires de l'homme. Donc, c'est quelque chose que vous ne savez pas dans vos mémoires, que vous n'avez pas expérimenté et que tout d'un coup, vous avez comme l'impression de savoir. C'est l'intuition supramentale. Votre mémoire, donc votre psychologie va donc évidemment jouir de ce phénomène sécurisant, le fait que vous pouvez avoir accès à des connaissances que vous n'avez pas eu à expérimenter. Et elle peut, votre psychologie, facilement se sécuriser et se contenter d'être sécurisée par une captation de connaissances dans l'astral planétaire ou dans l'astral, disons, très inconscient de l'être humain, très bas, et sans délecter, donc elle arrête là. Autrement dit, l'individu a une intuition supramentale à un moment donné, et par après, il a aussi des intuitions de type astral ou de type psychologique. Ce qui fait que l'individu ne peut pas discerner si c'est une intuition intelligente ou une intuition émotive. J'ai l'intuition, par exemple, que le facteur arrive. Alors je m'en vais, j'ouvre la porte, effectivement, il arrive. Est-ce que je suis en contact avec des énergies supérieures ou en contact avec des énergies inférieures? C'est inférieur, parce qu'il n'y a aucune énergie supérieure va s'amuser à vous dire que le facteur arrive. Bon, on n'a pas inventé le planète pour rien, mais n'empêche que ça a l'air comique, mais l'individu va quand même avoir l'impression, s'il peut détecter des choses dans ce genre-là, d'être lié à des énergies supérieures, d'avoir un don. Il n'y a pas un don. Tout le monde l'a, premièrement, puis en plus, c'est pas donné, c'est normal, tu l'as. Comme le nez, c'est pas un don, le nez. Bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que le facteur qui marche
dégage évidemment une mémoire qui est enregistrée par les annales akashiques de l'astral, et toi, tu as une intuition astrale, c'est-à-dire que tu es en relation avec la mémoire de l'astral qui se souvient un millième de seconde après que le facteur vient de virer dans ta cour. Donc tu sais que le facteur s'en vient chez vous, dans la mémoire. Tu ouvres ta porte, effectivement, il s'en vient. C'est une intuition de type astral qui paraît absolument extraordinaire, à s'arracher les cheveux de la tête. Maintenant, l'intuition qui permettrait à l'être humain de se diriger intelligemment sur la trame pour prendre le bon chemin, c'est une intuition de type supramental. Maintenant, l'être humain n'a pas besoin d'intuition supramentale pour se diriger, mais c'est drôlement plus facile. L'être humain a le choix de se servir de son mental. Le mental va se servir des expériences d'une façon rationnelle, d'une façon à tendre vers l'efficacité d'expression au lieu de tendre vers l'émotivité d'expression, vers le plaisir, la joie, la sécurité, le désir, etc. Et si c'est une intuition supramentale, donc une intuition, disons, qu'on appelle l'Esprit Saint dans la Bible, l'individu saura quelque chose qu'il n'a pas expérimenté, donc il saura, par exemple, qu'il doit acheter un billet de loterie. Et que s'il gagne, il sait qu'il a telle chose à faire. Ce n'est pas un phénomène émotif, il peut être content, pareil. Mais ce n'est pas son émotivité, ce contentement, cette recherche de contentement-là, qui va le diriger à acheter un billet de loterie. L'individu va prendre n'importe quelle décision dans sa vie, de se marier, de divorcer. Si c'est l'intuition supramentale, il y aura toujours une raison d'évolution en arrière, et une raison d'évolution qui ne sera pas reliée à la sécurité qu'amène l'évolution. Et c'est important ce que je dis là. La sécurité qu'amène l'évolution est une évolution qui n'est pas conséquentielle, est une évolution de fuite. L'individu qui se saoule la gueule pour se sécuriser est de même ordre évolutionnaire que l'individu qui recherche l'évolution pour se rassurer, pour oublier. Je veux tout connaître de la réincarnation parce que je dors mal le soir, j'ai peur de mourir. Et une fois que j'aurai tout connu, je dormirai bien. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Il y a de l'intellectualisation, mais il n'y a pas d'évolution. Le gars qui boit pour oublier qu'il a peur de mourir, c'est la personne qui s'enfle la tête avec des connaissances réincarnatives. Pour la même raison, ils sont pareils. Tant qu'à faire, c'est évident que c'est préférable d'essayer de se remplir la tête avec des connaissances que de boire. Quoiqu'encore, de temps en temps, c'est plus facile de sortir un alcoolique de son trou pour le faire évoluer que de prendre un individu qui a la tête pleine de connaissances inutiles, inefficaces, et connaissances qui se virent en concept et qui finissent par lui prouver qu'il sait tout, quand il ne sait rien. L'intuition intelligente, elle amène l'individu à agir de façon à ce qu'il devienne efficace. C'est la marque de l'intelligence, l'efficacité. Sinon, il n'y a pas d'intelligence. Vous avez des goûts, vous l'exprimez, c'est efficace. À un moment donné, vous allez devoir payer pour. L'efficacité supramentale ou l'efficacité de l'intelligence active ou l'efficacité du savoir instantané ou de l'intuition supramentale, c'est une efficacité qui vous amène sur un chemin de plus en plus facile. Pas sur un chemin facile, sur un chemin de plus en plus facile. Cela veut dire que par ton émotivité, un jour tu arrives à un chemin facile, par mon intelligence, j'arrive au même chemin que toi. 2 ans après, mon chemin est encore plus facile. Le tien est resté facile ou est retourné pire. On se dirige vers un chemin de plus en plus facile, où tout devient de plus en plus clair, évident, tout coule de plus en plus comme de l'eau de source claire, tout va bien. C'est l'intuition supramentale. Mais entre l'intuition de l'astral, qui tend à faire accroire à l'individu qu'il est relié à un plan supramental ou à un plan supérieur, et qui à un moment donné se vire contre lui et l'envoie dans le trou, entre celui-là et l'intuition supramentale, il faut que l'être humain puisse discerner. Et le discernement, c'est quand l'émotivité ne vient pas s'en mêler. Chaque fois que vous avez une décision à prendre et que vous pensez que c'est supramental et qu'en même temps ça vous ferait plaisir de le faire, réfléchissez 2 fois. Prenez la décision seulement quand vous aurez plus le goût de le faire. À partir de là, vous allez voir si c'est intelligent ou si c'est émotif. Vous voulez acheter un véhicule motorisé, vous avez le goût, attendez. Si vous voulez voir si c'est de l'intelligence supramentale, évidemment, ça peut être extrêmement supramental le fait d'avoir un véhicule pour pouvoir se promener, se transporter. Et après un certain temps, vous n'en voulez plus d'auto. Maintenant, étudiez le phénomène. C'est intelligent d'en avoir une ou non. Si vous en achetez une, c'est intelligent. C'est pas l'émotivité qui va avoir décidé pour vous, parce que vous n'en voulez plus. Quand il n'y a plus d'émotivité, c'est le temps de prendre un choix. Là, on est sûr que l'intuition est intelligente. Sinon, on ne peut pas savoir. La toile d'araignée est formée, je crois, de 2 types de fils. Ceux qui sont englués et retiennent les proies, et ceux qui ne le sont pas et permettent à l'araignée de se déplacer sur sa toile. En est-il de même de la trame cosmique?
Si oui, peut-on choisir le type de chemin, celui qui permet d'avancer ou celui qui nous maintient de force sur place? Alors voilà. Les deux toiles sont de même type, sauf que l'araignée met de la glu sur une certaine parcelle de sa toile, effectivement, pour pouvoir capter les insectes. Alors, simplement, l'individu qui essaie de tramer quelque chose, qui essaie de construire une trame dans sa psychologie, l'individu qui essaie de décider lui-même de son propre sort, de son triste sort, devrais-je dire, l'individu qui essaie lui-même de se prendre en main à partir de sa psychologie, l'individu qui ne bâtit son avenir qu'à partir de plaisirs potentiels futurs, de fuite de peur ou de douleur, d'une espèce d'une atteinte à la sécurité dans l'avenir, cet individu-là englue lui-même la trame. Et cette glu-là, lui a l'impression que c'est la nouvelle femme bien parfaite qui l'amène. Et l'individu, comme tout à l'heure j'expliquais, va s'évertuer à rester dans la trame qu'il aura décidé, jusqu'au jour où il se rendra compte que veut pas, faut qu'il change. Alors là, il change, puis ça rebâtit notre trame. C'est lui qui met la glu. Et l'araignée, elle a encore moins de problèmes, parce que les bébites, quand ils tombent dans la toile, ils bavent dedans. Mais ils restent collés là. Alors la toile, la trame cosmique, elle est d'un ordre, celle qui coule lentement, et l'individu qui fait un choix psychologique s'englue lui-même dans la toile d'araignée. L'individu qui ne fait pas de choix ou qui cesse de faire des choix psychologiques, émotifs, de désir, pour fuir la peur, pour rechercher le plaisir, d'ordre psychologique, l'individu qui cesse ces choix-là va donc automatiquement faire des choix logiques. C'est-à-dire qu'il regarde, il voit et il y va. Il n'y a plus de glu, même si le chemin était déjà englué, l'individu ne peut plus rester pris à cette glu-là. Il n'est pas plus araignée, mais il est capable de se diriger vers la toile qui est de plus en plus grosse. Alors, de plus ça va être gros, plus ça va pouvoir voyager rapidement. Alors, ce qui fait que l'individu qui fait des choix intelligents, et comme tout à l'heure je vous disais, c'est quoi un choix intelligent? Vous avez plus le goût, maintenant décidez. Vous voulez travailler, avez-vous le goût? Non. Parfait. Étudie ton affaire comme il faut, puis prends un choix intelligent, tu risques d'aller travailler. Sauf évidemment, si tu améliores chez vous, il serait peut-être temps que tu exprimes à la place. Bon. Si tu as le goût de faire quelque chose, prends ton temps avant de décider. Évidemment, si le feu est pris chez vous, vous avez le goût de sortir, sortez. Au sujet de la toile d'araignée, l'homme doit-il aller vers le centre ou s'en écarter? Mais on s'en fout. On s'en fout. L'homme doit simplement faire des choix intelligents pour arriver à se placer, pour arriver à pouvoir être efficace. Le centre ou les bords, ou etc., mais on s'en balance comme l'an 40. L'important, de toute façon, tout le monde ne s'avancera pas dans les mêmes chemins pour commencer. Alors, ce qui fait que centre ou pas centre, c'est pas une idée de centre ou une idée de savoir si on est sur le bon chemin ou non. Disons qu'on doit se diriger vers le centre. Qu'est-ce que tu fais de plus avec ça? Je pense qu'on a eu... Tu vas changer ta vie comment maintenant que tu sais que c'est vers le centre? Je pense qu'on a eu une éducation qui a été axée, toujours centrée de nos affaires. On pensait que c'était moins perte d'énergie, finalement. Je vais appeler la deuxième partie de la question qui, je sais pas si ça va nous éloigner, nous approcher du centre. Là. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un fil tissé en spirale qui serait un trajet long et des fils placés comme des rayons servent à construire la spirale qui serait des trajets rapides. Bon. On parle de toile d'araignée pour faire comprendre. Maintenant, la trame cosmique, le plan cosmique est vachement plus compliqué qu'une toile d'araignée. Et l'individu qui voyage dessus n'a pas de chemin long ou de chemin court. Il y a un chemin qui est rapide, qui est bon, qui est facile. Il y a tous les autres chemins qui tiennent, qui sous-tendent celui-ci et qui lui permettent d'exister. Donc, automatiquement, dans l'univers de l'homme, on doit avoir un chemin facile ou des chemins faciles, mais qui sont tous fusionnés en un seul, et des chemins lents. Maintenant, l'individu peut rouler très rapidement sur un chemin long, comme il peut rouler très lentement sur un chemin court. Le potentiel temporel est inexistant dans l'évolution de l'homme. Le temps ne détermine pas l'évolution de l'homme. Vous n'avez pas besoin de 80 années de travail, ou de 40 années de travail, ou de 400 ans de réincarnation pour arriver à évoluer. Ce n'est pas une question de temps. Le temps n'existe pas dans l'évolution. C'est une attrape de la psychologie de l'homme. Vous êtes ou vous n'êtes pas, mais vous n'êtes pas en devenir. Alors, vous comprenez ou vous comprenez pas. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Et à un moment donné, vous comprenez. Vous comprenez un morceau, là, vous ne le comprenez pas. Et vous le comprenez, et vous le comprenez, et vous le comprenez.
Dès cet état, vous allez dire « Ah, je comprends de plus en plus ». En réalité, non. Il y a l'état de compréhension et l'état de non-compréhension. Le temps n'existe pas. Alors, une toile qui est longue ou courte dans la trame cosmique, cela n'existe pas, c'est-à-dire que cela est simplement déterminé par la rapidité avec laquelle l'individu va pouvoir augmenter ou diminuer son taux vibratoire. Et quand je dis diminuer son taux vibratoire, il pourra le diminuer jusqu'au plus bas de sa race. Il ne pourra pas évoluer plus bas que sa race. À part quelques très rares exceptions qui n'existent à peu près plus aujourd'hui, des cas de métempsycose, des choses dans le genre. Bon, alors ce qui fait que l'individu qui descend très bas ne peut pas aller plus bas que sa race, et à un moment donné, la race augmente de vibration parce que la race, elle apprend, elle accumule de l'expérience, et cette expérience, ce n'est simplement qu'une connaissance d'une partie de la trame. Donc, tu sais qu'en mettant ta main dans le feu, tu souffles un karma de feu et tu choisis un chemin dangereux. Alors, au lieu d'être dans le feu de l'action, tu choisis un autre chemin et tu mets pas ta main dans le feu ou tu mets un garde à noir. Alors, l'expérience de l'humanité, c'est une connaissance d'une partie de la trame d'évolution de l'humanité, mais ce n'est pas le reste. Et l'humanité s'évertue donc pour se rassurer à repasser continuellement par les mêmes étapes parce qu'elle connaît cette partie de trame. On a des guerres, des paix, des guerres, des paix. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé, il va encore se reproduire. On connaît l'Atlantide, on connaît un peu la Lémurie, mais si on regarde simplement le Portugal qui a dominé le monde, l'Espagne qui a dominé le monde, l'Irak qui a dominé le monde, la Mongolie qui a dominé le monde, la France, l'Angleterre, et j'en passe, on a les États-Unis, on en a eu énormément, qui sont toutes, après avoir dominé le monde, en train de descendre. Alors, l'humanité connaît une parcelle de la trame et s'évertue à la refaire. Ce qui fait qu'on déclare certaines choses qui sont cycliques des lois. Mais la loi est que l'homme revient en arrière. En réalité, il n'y a pas de loi qui oblige une chose à monter et à descendre, sauf si elle est dans une trame où elle devra redescendre. Et comme l'humanité repasse par le même cheminement, il y a donc des guerres aussi atroces, il y a donc des découvertes, il y a donc des maladies, il y a donc les mêmes phénomènes qu'on a depuis tout le temps. Connaissant bien la trame, le Nazaréen avait déjà demandé, on va des fois parler un peu de l'amour, et aujourd'hui, comme avant, on s'évertue à enseigner l'amour par la force. Bon, l'individu revient toujours dans le même phénomène tramique, et il se fait avoir. L'individu ou l'humanité qui arrive à un moment donné à pouvoir prévoir une nouvelle trame, changer l'avenir. Elle peut décider d'embarquer à l'intérieur, et elle chemine. Mais le temps, ce n'est pas la longueur de la trame, c'est le repos que tu prends dessus, que toi tu appelles vie, que tu appelles souffrance. Et la souffrance, c'est évidemment toute l'énergie que tu essaies de mettre en application pour créer le nouveau fil. Mais le nouveau fil, tu ne pourras pas le créer, tu n'as rien pour le créer. Tu canalises toute ton énergie, qui est extrêmement minime, comparativement à ce qu'il faudrait, pour essayer de te créer une trame, tu ne fais que créer de la glu. Est-il possible de parler de l'araignée? C'est elle qui construit la toile trame. Sommes-nous sa nourriture? L'araignée, oui, on va en parler. L'araignée, on va en parler, mais pas ce soir. On va en parler plus tard. Pourquoi? Parce que si j'en parle ce soir, on va sortir d'ici très tard, ou encore, je vais devoir arrondir les coins de façon à ce que vous ne compreniez rien, parce que ça va être trop résumé, trop petit. Par contre, les titres de conférences ont été choisis en fonction justement d'une suite logique. Et il y a une conférence qui s'appelle l'anonymat de l'énergie. Et on va en parler tout le long de la conférence. Qui est l'araignée? Qui est celui qui, justement, bâtit la trame ou encore qui est Dieu? Maintenant, on parle bien d'anonymat de l'énergie. Ce qui veut évidemment dire que cette énergie tient à rester anonyme par rapport à l'homme. Mais de toute façon, on va en expliquer suffisamment. On va expliquer suffisamment de points, enfin les points qui sont permis d'expliquer présentement en public, et l'individu pourra facilement voir au moins les poils des pattes de l'araignée. Présentement, il n'en voit absolument rien, il se crée des araignées. On voit des araignées dans le plafond. C'est un péché d'être pauvre. Expliquez la parole de Jésus qui disait « Bienheureux les pauvres ». Ne voulait-il pas dire « Bienheureux les mendiants de l'esprit ». Les pauvres, ce sont ceux qui, non pas ceux qui ont une pauvreté financière. Parce que le Nazaréen n'a jamais été pauvre financièrement. Hein? Le Nazaréen n'a jamais maigri à cause d'un régime forcé. Le Nazaréen, de toute façon, ne mangeait que pour faire plaisir à ses apôtres.
Mais le Nazaréen, s'il aurait eu besoin de voyager, d'ailleurs il avait voyagé aux Indes, il a voyagé au Tibet, il a voyagé en Grèce, il a voyagé à plusieurs places et c'était pas le manque d'argent qui l'empêchait de voyager. Le Nazaréen avait ce qu'il avait de besoin. Certains connaissent peut-être un peu le comte de Saint-Germain, qui était fabuleusement riche, mais il était aussi pauvre que le Nazaréen, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'il avait de besoin, quand il en avait de besoin. Et si c'est pas une richesse, ça, c'est quoi? Par contre, les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas trop de connaissances expérientielles, de connaissances spéculatives ou intellectuelles inutiles, qui faisaient en sorte, d'ailleurs dans la religion de l'époque, comme ce l'est encore aujourd'hui, même si on n'appelle plus ça une religion, qui faisaient en sorte que l'individu n'arrivait pas à voir la simplicité de l'extérieur parce qu'il ne faisait que regarder la complexité de l'intérieur. Alors l'individu qui avait un esprit plein, donc qui avait des connaissances de loi, des connaissances de religion, de ce que devait être Dieu, de ce que devait être le Messie, de ce que devait être l'amour, et non pas de ce qu'était. Alors l'individu ne faisait que demander une lampe alors qu'il était en plein jour. Et au lieu de prendre la lampe, de l'éteindre, il continuait à demander une lampe. Alors ce qui fait que cet individu-là était plein. Alors réellement, heureux le pauvre. Mais aujourd'hui, les pauvres en esprit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On est tous riches. Ce qui complique tout. Mais alors, vu qu'on est riche, devenons suffisamment riches pour pouvoir se permettre le luxe d'un corps mental. Et automatiquement, on aura le même phénomène que les apôtres du Nazaréen. On aura la possibilité d'entrer en contact avec une forme d'ajusteur de pensée, avec l'énergie supramentale, le Saint-Esprit du Nazaréen, enfin de la Bible, pas du Nazaréen, de la Bible. Mais le pauvre lui-même, ce n'est pas le pauvre financier. L'individu qui arrive et qui a plein d'argent et que pour lui c'est important, ben, il doit vendre ses choses, il doit les donner. Pour apprendre qu'il va pouvoir continuer à vivre, même s'il n'a pas tout ça, pour perdre l'idée d'importance de l'argent. Mais c'est l'individu qui a de l'argent et qui s'en fout. Le Nazaréen n'ira pas lui dire donne tout. Il sait que déjà il a tout donné. Mais comment pouvez-vous donner si vous n'avez rien? Alors, l'individu qui n'a rien et l'individu qui a tout, les deux peuvent être aussi pauvres, financièrement. Et l'individu qui n'a rien, mais qui veut tout ramasser, ben, comme tel, est dans le même état que le riche qui a tout, qui continue à ramasser, qui ne veut rien dépenser. Ce n'est pas un critère de compte en banque. C'est simplement un critère de connaissance expérientielle. Si je vous dis, moi, que Dieu, en réalité, est une femme, et que c'est une noire, qui ressemble plus aux Africaines, et qui porte un grand chapeau, ben, ça va faire rire des individus. Parce que vous avez un foutu concept de ce que doit être Dieu. Et si le Dieu qui apparaît un jour n'est pas selon votre concept, vous ne pourrez pas l'accepter et vous ne pourrez pas le voir. Et si vous êtes pauvre en esprit, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas plein de concepts qui ont été créés par l'expérience, par la connaissance, par les petites photos qu'on nous montrait, etc., ben, si vous n'avez pas cela, le fait de regarder une fleur qui est en train de mourir renaître peut vous faire penser qu'il y a un Dieu caché dessous. Mais pas un homme intelligent et civilisé. Ça va de soi. Il peut voir le mal partout, mais Dieu, c'est autre chose. Alors, ce qui fait que la pauvreté, ce n'est jamais une pauvreté matérielle. Jamais. Le Nazaréen a voyagé où il voulait. Il a pénétré là où il voulait. Il a pu voyager dans d'autres pays, dans d'autres comtés, là comme il le voulait. Il a pu avoir la nourriture qu'il voulait. Il a même pu se permettre une croix. Et s'il n'aurait jamais pu se permettre ces choses-là, ça aurait été un péché. Hein? Il aurait été à l'encontre de toutes les voies du Père, donc à l'encontre de la trame cosmique. Il n'aurait pas pu suivre. Il n'a pas fait de choix. D'ailleurs, qui peut lire dans la Bible, même si c'est une chose un petit peu contée, un peu romancée, qui a pu lire que le Nazaréen choisissait? Même qu'à un moment donné, il demande à son Père s'il ne pouvait pas, justement, le Père choisir un autre chemin pour lui. Mais lui ne prend pas de choix. Il fait la volonté du Père. Il suit la trame cosmique. Et il a accepté, c'est le seul choix qu'il a fait, accepter d'être ce qu'il était. Et non pas décider d'être mieux. Alors, la pauvreté, ce n'est jamais une pauvreté matérielle. Si vous avez des dons, des facultés, si vous avez des connaissances, si vous avez de l'expérience qui peut être utile à l'évolution et que vous n'êtes pas capable d'en faire part aux individus qui pourraient en avoir besoin, parce que vous manquez de deniers, parce que vous manquez d'argent, vous êtes drôlement plus en état de péché, il faut s'entendre, hein, que l'individu qui n'a rien donné et qui n'a pas d'argent.
La pauvreté, non. L'individu veut voyager, l'individu veut aller voir un film pour se relaxer, l'individu veut acheter quelque chose pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir se distraire parce que dans l'état où il en a besoin, et l'individu ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent. Avec tout le bagage mental que l'individu a, cela n'est pas acceptable. Pas dans l'évolution des choses aujourd'hui. C'est impossible. Moi, j'ai fait l'expérience d'abandonner mon travail plus qu'une fois. Et même 5 fois la même compagnie. Et 5 fois, ils m'ont repris. Mais je me suis toujours arrangé intelligemment pour que je puisse faire ces choses-là. J'ai déjà démissionné dans d'autres endroits pour visiter d'autres pays. Et quand je suis revenu, j'avais plus rien. Une semaine après, je travaillais dans ce qui m'intéressait. Et je suis pas plus spécial. Sauf que moi, je sais ce que je peux faire et je sais comment le faire. Et les individus, prennent des vacances. L'individu doit être riche, et quand je dis riche, il doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. C'est ça, être riche. Pas avoir en abondance et avoir en surplus. Là, on commence à encrasser notre esprit. Qui a besoin d'un million pour évoluer? Personne. Pourquoi vous ne gagnez pas tous à la loterie? Parce que Dieu vous a béni. Parce que si vous auriez un million, vous ne seriez pas y s'asseoir. Puis il y a plusieurs endroits où vous n'iriez pas. Et il y a plusieurs sortes de livres que vous n'achèteriez plus et que vous ne liriez plus. Et puis il y a plusieurs formes d'exercice ou de n'importe quelle chose que vous faites pour améliorer votre sort, donc pour vous permettre d'évoluer, que vous ne feriez pas. Parce que vous auriez de l'argent. Et pensez bien à ça, mais c'est un fait. Vous seriez fini. À moins que la vie se serve de vous pour donner des exemples et que d'ici 2 ans ou 3 ans, vous perdiez tout. Et là, vous allez souffrir. Quelle est la meilleure façon pour se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire de façon sûre? Si on décide quelque chose d'intelligent, comme arrêter de fumer par exemple, doit-on attendre que cela nous soit facile ou devons-nous cesser du jour au lendemain même si c'est difficile? Pouvez-vous donner la façon de se débarrasser d'habitudes psychologiques comme celle-ci? Bon, premièrement, quelle est la meilleure façon de se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire d'une façon certaine ou sûre? Le dilemme de l'homme, évidemment, c'est que l'individu qui pose une question comme celle-ci est un individu psychologique qui cherche l'évolution. On n'a pas le choix, c'est la base. Maintenant, quelle est la façon sûre et quel sera le critère que l'individu, quels seront les critères qui serviront à l'individu pour déterminer si c'est sûr ou non? C'est ce qui va changer la décision. Quand un individu est venu voir le Nazaréen et qu'il lui a dit « Je fais tous les commandements prescrits par Moïse, qu'est-ce que je peux faire de plus? » Il voulait un chemin sûr. Le Nazaréen lui dit « c'est pas compliqué, vends tout ce que tu as, prends ta croix et suis-moi. » Prends ta croix, il n'y a pas de croix dans ses poches. Vends tout ce que tu as, tu vas souffrir. Ramasse ça, vis avec ça, puis tu vas me suivre. Le bonhomme a décidé que c'était pas une façon sûre. C'est préférable encore de donner à la collecte de l'Église, de donner aux pauvres, puis de garder son argent. Ce qui fait que, quelle est la meilleure façon pour arriver à se placer d'une façon certaine sur la bonne trame? Le certain déterminé par l'individu. Si je dis à un individu d'arrêter de fumer pour évoluer, il y en a un bon paquet qui vont préférer ne pas évoluer pour continuer à fumer. Certains vont avoir de la difficulté, mais savez-vous quel est l'ordre de la difficulté d'arrêter de fumer par rapport à l'ordre de la difficulté d'un individu qui essaie de respirer quand il a la tête sous l'eau? C'est pas compliqué, mais si vous voulez faire l'expérience, vous devez juste vous rentrer la tête dans une chaudière d'eau, puis rester là 5 minutes. Puis quand vous allez vouloir trouver le chemin sûr autant que vous avez voulu avoir de l'air la tête dans l'eau, certain que vous allez trouver le chemin. Certain. Officiel. C'est immanquable. Mais on pose une question, mais juste l'attrait du chemin sûr, l'intérêt que la masse porte à trouver le chemin sûr, si vous auriez le même intérêt à vivre, vous seriez tous morts présentement. Alors, ce qui fait que on pose une question, mais elle est supportée par un poids d'énergie tellement faible que même en ayant une réponse, on peut difficilement arriver à comprendre, surtout que nos sûrs va être déterminé par notre psychologie. Si je vous dis, c'est bien simple, prenez cette expérience-là.
Elle peut être très véridique comme très fausse. Vous ne le savez pas. Vous voulez comprendre immédiatement et avoir de l'énergie pour vous soutenir le restant de vos jours qui seront étirés de quelques centaines d'années. C'est pas compliqué. Vous vendez tout ce que vous avez chez vous. Vous abandonnez tout, vous transmettez tout ça en argent, vous me l'amenez et vous m'en faites un don. Et là, vous aurez tout ce que vous voulez. Y en a-t-il beaucoup qui sont prêts à essayer? Combien d'énergie on est prêt à mettre pour évoluer? On est prêt à risquer. Mais plusieurs ont tenté cette expérience-là. Ils l'ont investi pour faire plus d'argent. Jamais pour tenter une évolution. Si je vous dis que vous m'avez tout ça, puis moi j'ai un moyen impeccable et certain de vous remettre $1 million la semaine d'après, c'est plus facile à vendre. Et ça se fait régulièrement dans les pays industrialisés. Et le pacte que je vous demande là, ça se fait jamais. Même pas dans les sectes. Dans les sectes, on commence par enguirlander et au bout d'un an, on récupère tout ce que les personnes ont. Mais jamais on part comme je le fais. Sinon, les individus n'embarqueraient pas. Pour faire de l'argent, oui. Pour assurer une vie éternelle, peut-être. Ça s'est déjà fait avec le diable. Je suis pas le diable. Pas une vie éternelle non plus, je vous offre. Quelle dose d'énergie êtes-vous prêt à mettre réellement pour arriver? Si on n'est pas prêt à mettre l'énergie réelle pour arriver, le mot sûr et certain devient illusoire. Parce que je ne suis pas prêt à rien risquer, ce qui fait que le chemin sûr, je vais le déterminer moi-même. Donc moi-même, je vais faire un choix, je vais décider s'il est sûr ou non le chemin. Alors si je te dis prends ce chemin-là, c'est la question que tu me poses. Tu le regardes, ben, il n'est pas certain comme j'aimerais. T'as pas un chemin certain comme j'aimerais. Ben oui, je n'ai 15. Ils sont tous pas bons, mais je suis sûr que tu vas embarquer dedans tout plein. Ils sont certains comme tu aimerais. Puis au bout d'un certain nombre de 1000, ben, là encore, on lui a posé la question. Quelle est la meilleure façon pour se situer afin de pouvoir faire ce que nous avons à faire de façon sûre? Disons que la réponse la plus pure que je peux donner, c'est simple. Améliorer votre sort dans la matière. Cela veut dire connaître les lois de l'impôt? Connaissez les lois de l'impôt. Cela veut dire connaître tout ce qui se passe en banque si vous avez un compte, de savoir que vous avez 2000 en banque et que si vous le déposeriez à terme pour un an, vous recevriez plus d'intérêt que le laisser pourrir dans le compte que vous avez, de savoir qu'il existe d'autres genres de banques, d'autres genres de caisses où on peut vous offrir plus pour votre argent et de faire prendre l'énergie pour fermer un compte transposé dans un autre, sachez et faites. Si vous devez pour ça savoir que de la manière vous conduisez, vous gaspillez énormément d'essence ou que votre gros véhicule vous fait perdre de l'argent, sachez et transformez. Si vous devez suivre un cours de mécanique, suivez. Il y a énormément à faire. Énormément. Ben, faites. Ça, c'est la première chose qui va vous placer sur le bon chemin. Ça va vous donner de l'énergie matérielle, financière, qui est de l'énergie pure, pour pouvoir être transmuée en énergie de connaissance, d'assurance, et quand la psychologie est plus sûre dans le domaine de la matière, le mental peut mieux s'exprimer, la psychologie arrête de s'en accaparer pour lui essayer de lui donner des raisons pour le rassurer, et vous allez pouvoir commencer à mieux travailler, à suivre des cours qui vont vous remettre en santé ou à manger une alimentation qui est plus normale. Disons que c'est le premier début. Commencez par la matière. C'est normal. C'est la première chose que vous pouvez toucher. Vous vivez mal, instruisez-vous. Vous ne voulez pas, posez-moi pas de questions. Si on décide quelque chose d'intelligent, comme arrêter de fumer par exemple, arrêter de fumer est intelligent pour le corps physique, cela va de soi. Pour la psychologie, il peut être autrement. Il faut voir l'intelligence des deux. Vous arrêtez de fumer, vous battez votre femme. Continuez à fumer. Vous arrêtez de fumer, tout va bien, vous arrêtez de fumer. Alors, ce qui fait que c'est évident que c'est intelligent pour le corps physique de cesser de fumer. C'est évident. Pour le corps psychologique, qui présentement a besoin d'une certaine assurance, il faut avant tout déterminer le cadre social dans lequel vous êtes placé pour savoir si vous pouvez vous priver d'une telle assurance. Normalement, l'individu ne veut pas, on va finir par arriver à avoir un mode de vie parfait.
Dans votre vie présente, peut-être que non, mais vous ne pas à un moment donné. C'est à étudier. L'intelligence d'une chose, il faut la voir où ce qu'elle est. Il y a une écologie, il y a un écosystème complet dans l'homme, un corps physique qui lui-même a un écosystème, un corps vital, un corps astral ou psychologique et un corps mental ou intellectuel. Et l'intelligence d'une action doit prendre en connaissance, doit voir les conséquences sur chacun de ces corps-là. Hein? Évident. Arrêter de fumer ou n'importe quel genre, les habitudes psychologiques, comme les traditions religieuses qui sont des habitudes de masse, sont nuisibles en ce sens qu'elles permettent à l'individu, à l'homme psychologique, de pouvoir se servir de ses mémoires pour pouvoir manipuler sa vie et de n'avoir jamais recours à l'énergie du mental, ce que tout à l'heure je vous expliquais en ce qui concernait l'intuition astrale ou supramentale. Alors, ce qui fait que l'habitude me permet de ne pas avoir à réfléchir pour faire quelque chose, je le fais sans m'en rendre compte. C'est extrêmement dangereux parce que vous êtes manipulé vous-même, par vous-même et par tous les formes mémorielles qu'il y a en vous et qui ne sont pas vous. Comment se débarrasser d'un problème psychologique, d'une habitude psychologique? Il y a énormément de moyens. Je ne peux pas expliquer ici ce soir, disons, moyens entre autres. Il y a différents cours qui sont donnés un peu partout à travers le monde qui amènent l'individu à abandonner ses moyens. Ici, on en donne un cours qui s'appelle le programme Être contrôleur. Il y a des cours d'hypnose et d'auto-hypnose qui peuvent amener l'individu à faire ça. On a des cours de Rebirth. On a tellement de phénomènes à travers la province de Québec, à travers l'île de Montréal, disons, pour ceux qui sont tout proches et de la banlieue, que réellement, si l'individu veut, ben qu'il essaye. C'est intelligent d'arrêter de fumer, mais psychologiquement, j'ai avoir de la difficulté. Alors, informez-vous. Le gouvernement met gratuitement des brochures à l'intention de ceux qui veulent arrêter de fumer et ils ont un moyen qui, au bout de 30 jours, amène la majorité de plus fumer sans traumatisme psychologique. L'information, on en a. On a l'acupuncture. On a un paquet de moyens parallèles qui peuvent aider l'individu. Oh, mais une telle, elle a essayé puis ça n'a pas marché. Parfait. Mais un autre a essayé puis ça a marché. Alors, toi, là-dedans, tu fais quoi? Ah, mais c'est 20$ la fois. Correct. Mais combien tu gaspilles en cigarette si tu veux arrêter de fumer? C'est pas bien grave d'aller voir un acupuncteur, de souffrir un peu au niveau des oreilles, puis à un moment donné arrêter de fumer. Faites l'essai. Perdre de l'argent dans l'achat d'un auto qui n'est pas bonne, dans un film que vous allez voir qui vous déçoit, dans l'achat d'un paquet de choses, d'une bouffe de restaurant qui n'est pas tout à fait à votre goût, dans tout ce que vous faites d'un habit qui rétrécit au lavage, etc., perdre de l'argent là-dedans, oh, c'est correct. Mais risquer d'aller voir un acupuncteur ou une médecine générale ordinaire ou une médecine parallèle, médecine naturelle, puis risquer d'être en santé, on y pense à 2 fois avant. On ne veut pas se faire pogner. Mais vous vous faites pogner tout le temps. L'intelligence de l'action, elle est déterminée dans l'efficacité de ce que vous voulez avoir, et non pas dans l'apparence ou dans un paquet de phénomènes dans le genre. Vous êtes prêt à gaspiller votre énergie pour bien des choses. Vous êtes prêt à courir après un voleur, mais pas faire du jogging. Hein? Vous êtes prêt à acheter un bicycle à votre enfant, mais pas prêt à en faire vous autres. Vous êtes prêt à faire un paquet d'affaires, à descendre des escaliers si le feu est pris, mais pas quand l'ascenseur fonctionne et que le feu n'est pas pris. Regardez tout ce que vous êtes prêt à faire pour des raisons stupides et que vous ne voudriez pas faire pour ce que vous recherchez. Vous le recherchez réellement, mais vous ne voulez pas le faire. Si Dieu décide de vous l'amener, ça va vous peser assez ses épaules qui va vous écrapoutiller. Alors lui est assez intelligent pour vous le donner. Préparez-vous. Est-ce un mauvais ou un bon chemin pour une personne mariée d'avoir des relations extérieures? Ah, ça dépend de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Une chose qui est certaine, c'est que la relation sexuelle, encore là, on en fait une conférence prochainement. C'est vous autres qui posez les questions, hein, ça donne comme ça, c'est de votre faute. C'est la conception de l'enfant. L'énergie sexuelle, elle est de 2 ordres. Premièrement, c'est l'énergie qui est physique. Et deuxièmement, l'énergie qui est d'ordre vital. L'énergie psychologique n'est pas sexuelle. Malgré ce que tous les grands sexologues qui veulent vendre ou encore s'excuser contre, l'énergie sexuelle n'est que d'ordre physique
et d'ordre vital. Et quand je parle d'énergie sexuelle, je ne parle pas de la mémoire stimulée par les sciences physiques psychologiques. Ce n'est pas de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une forme d'énergie qui a comme propriété de transmettre la vie et d'augmenter le schéma vibratoire des deux véhicules matériels de l'homme, le corps vital, qui est la vie, et le corps physique. Dans l'énergie sexuelle, qui est par exemple gaspillée, ce qui va arriver surtout pour l'homme gaspille beaucoup plus d'énergie sexuelle que la femme, malgré que dans une relation sexuelle, l'homme risque d'évoluer beaucoup plus rapidement que la femme. Le tantrisme sert beaucoup plus l'homme que la femme. Et la jouissance n'est pas une évolution, c'est même un enrichissement de l'esprit, donc heureux les pauvres en esprit. Car, en fin de compte, tu ne recherches que le plaisir, une continuité dans l'avenir d'un plaisir, sans rechercher les effets réels. L'énergie sexuelle chez l'homme et chez la femme a pour fonction de transmettre la vie. L'énergie sexuelle de la femme, elle est surtout d'ordre yin ou tellurique, donc elle est matrice, elle est terrienne, et elle va se permettre l'évolution de la femme une fois tous les mois, pendant un certain laps de temps, et par après, elle va se transformer en une autre forme d'expressivité qui ne sera pas une ovulation, une autre forme d'expressivité après la ménopause, qui permettra à la femme, si elle travaille bien, de pouvoir s'en servir pour augmenter le schéma vibratoire de son corps physique, donc prolonger sa vie, et le schéma vibratoire de son corps vital, donc prolonger sa santé. Chez l'être humain et chez l'homme, l'énergie sexuelle est surtout transmise par le sperme, et plus il y a gaspillage d'énergie sexuelle chez l'homme, plus l'homme va vieillir, plus l'homme perd des capacités, et moins l'homme a de possibilités de pouvoir prolonger sa vie et augmenter son taux vibratoire des véhicules inférieurs. Et sachez que les véhicules inférieurs, le corps vital qui permet la vie et la santé et le corps physique qui permet l'expression dans la matière, sont les seuls véhicules qui permettent aux énergies divines ou supérieures de pouvoir évoluer. L'homme a un corps pour permettre à des énergies, qui est l'homme, de pouvoir acquérir de l'expérience dans un domaine matériel. Ce n'est pas un hasard ou un accident de l'évolution que l'homme a un corps matériel. Donc, l'énergie sexuelle est une forme d'énergie qui peut servir l'homme et qui peut détruire l'homme. Première forme d'utilité dans l'évolution de l'homme, et je ne parle pas de l'individu, je parle de la masse, c'est celle de la procréation. L'évolution d'une race se fait par la génétique, et l'évolution va à l'encontre de l'hérédité. L'évolution génétique dans une transmission de toi, c'est une femme, et de moi, dans un autre être. Ce qui fait que toute la transformation physique de mon évolution et la tienne sont transmises, et je me réincarne dans l'instantanéité où il y a un enfantement, dans mon enfant, premièrement. L'autre forme d'énergie, c'est lorsque l'individu, femelle ou mâle, arrive à un point où il pourrait, la femme pourrait ovuler, mais elle n'ovule pas, elle canalise cette énergie pour s'en servir. Elle peut être détruite immédiatement, comme elle peut arriver à augmenter son taux vibratoire d'une façon extraordinaire. On n'a jamais travaillé ce genre de tantrisme, on a travaillé surtout celui de l'homme, qui devait, à l'orgasme, ne pas éjaculer. Et s'il n'éjaculait pas, toute l'énergie du sperme était automatiquement métamorphosée en énergie de l'ordre vital qui est connu sous le nom de Kundalini et qui devait augmenter le schéma vibratoire de tous les carrefours d'énergie, communément appelés chakras, chez l'être masculin et évidemment augmenter son taux vital qui augmentait le taux physique. Évidemment, le vital est en relation avec la psychologie, augmentait le taux psychologique, ce qui amenait l'homme dans des régions de l'astral extrêmement évoluées, qu'on appelait une illumination, un samadhi, enfin un million de termes pour définir ce genre de choses. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les individus qui arrivent à l'orgasme, presque à l'éjaculation et qui n'éjaculent pas, peuvent mourir. L'individu doit être pur, complètement prêt, et ça c'est pour l'homme. La femme, c'est au niveau de l'ovulation. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement important, une relation sexuelle, parce qu'elle a deux effets, celle de transmettre une évolution dans la race. Alors, le fait de procurer des enfants avec n'importe qui, évidemment, est une aberration évolutive, et c'est une fait simplement amener des torts dans l'évolution de l'humanité. Sachez en passant que la guerre a été le plus grand facteur d'évolution de la race humaine parce qu'il a été un facteur de mélange de races. Donc, il a permis à différentes races qui avaient des énergies vitales, solaires et telluriques de différentes régions, avec des dons et de tout ce que vous voudrez, il leur a permis un mélange, donc un enfantement d'une race plus forte, qui est effectivement la nôtre. On est nord-américain, mais on vient de la France, du Portugal, de l'Angleterre, et etc. Ce qui fait que la race évolutive, présentement, sur la planète Terre, ben c'est nous autres. Nous autres, la race nord-américaine, les États-Unis, le Canada. Alors, ce qui fait que, première chose, transmettre la vie et transmettre l'évolution.
non pas évoluer, transmettre l'évolution. Alors en partant, il faut savoir ce qu'on fait. Sinon, on amène des tares dans la race parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait. On couche avec n'importe qui et puis on réussit à avoir des enfants. Disons que présentement, l'énergie permet certains meurtres. On appelle ça politiquement, diplomatiquement, un avortement. Voilà. Et elle permet certaines choses pour éviter justement que la race humaine voit la naissance de différentes tares humaines qui ne seraient pas compatibles. L'autre phénomène de la relation sexuelle permet à l'individu de pouvoir augmenter son schéma vibratoire à la condition chez la femme qu'elle ne veut pas, et l'orgasme féminin permet à la femme d'augmenter un tantinet son taux vibratoire parce que c'est elle qui va être le réceptacle de l'énergie plastique de l'homme, l'énergie vitale de l'homme, et donc elle en est le réceptacle, elle va donc être énergisée par la relation sexuelle avec l'homme, autrement dit, l'homme la fait évoluer parce que l'homme a une énergie vitale qu'il donne à la femme sous forme de sperme. Alors donc, la femme va voir son taux vibratoire augmenter, mais elle ne pourra se servir de l'énergie sexuelle que si elle est capable de ne pas ovuler, ce qui est un phénomène naturel chez la femme, comme d'ailleurs l'éjaculation normale chez l'homme. Mais l'homme qui va arriver à ne pas éjaculer, lors de l'orgasme, cet homme-là ne communique pas son énergie vitale à l'extérieur, il le conserve chez lui. Donc la femme n'a absolument aucun résultat à l'intérieur de cette chose, de cet événement, et l'homme, par contre, voit toute cette énergie transmuée en énergie, le feu, Kundalini, feu, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est brûlant, qui peut effectivement désintégrer l'homme. L'homme peut voir tout son système nerveux complètement détruit, si l'homme n'est pas prêt. Je connais certains individus qui ont déjà essayé ce genre d'action et qui n'étaient pas prêts. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi, mais ils ont été presque sans connaissance pendant un bout de temps, même s'ils ont manqué. Ils se sont retenus suffisamment longtemps pour arriver à un état où ils ont perdu connaissance, ils n'étaient pas prêts. Et s'ils auraient poursuivi, ils auraient pu simplement voir leur système nerveux complètement détruit, ils seraient devenus des légumes, ils ne seraient pas morts. Alors, ce qui fait que, est-ce une mauvaise ou un bon chemin pour une personne mariée d'avoir des relations extérieures? Je me fous du mariage. Le mariage, en passant, c'est un pacte, c'est un contrat qu'on signe pour assurer notre sécurité. Est-ce mauvais ou bon? Alors que simplement, l'idée de la relation sexuelle, c'est l'animal du mauvais, elle s'en balance comme l'apparence. Alors, il y a des choses qui l'ont interdit, et c'est anormal, parce que la religion, qui était manipulée par la psychologie astrale de la planète, par la psychologie politique des nations et par l'arrogance dictatoriale de certains prêtres ou de certains papes, était malgré tout manipulée par la trame cosmique. Ils ne pouvaient pas faire des choses à l'encontre de la trame, ce qui amène les ésotérismes à dire que malgré tout, ils ont été manipulés par des intelligences supérieures et ils ont dû restreindre la communication sexuelle entre d'autres couples pour permettre à une certaine race d'enfants de voir le monde, de voir le jour, et d'être élevés selon une espèce de trame religieux, la glu qu'on parlait tout à l'heure. Et en même temps, cela permettait à la religion, à l'énergie, disons, intelligente, d'éviter justement qu'on ait un paquet d'enfants tout croche travers, génétiquement invivables. Et évidemment, la religion a aussi proscrit le mariage consanguin entre frères et sœurs, etc. Évidemment, pour les mêmes raisons génétiques que les torts que tu as, les torts que j'ai, si on se marie ensemble, c'est un enfant, on a des chances d'avoir un enfant brillant et un enfant stupide, parce que tous les torts vont être dominants chez l'enfant. Alors, ce qui fait que la manipulation de la trame cosmique intelligente a manipulé la glu des religions pour limiter ce genre de déboire. La relation sexuelle, aujourd'hui, elle est de moins en moins pécheresse, mais n'empêche que les individus sont de plus en plus pécheurs, non pas moralement, c'est-à-dire qu'ils dilapident simplement leurs argent. Alors donc, faut avoir des relations sexuelles, mais on s'en fout, que ce soit avec une poupée, un robot, avec toi-même, ou avec une femme, avec un homme, avec, comme on voudra, c'est évident, entre hommes et entre femmes, entre hommes, femme, puis homme, ça fait pas des enfants forts, mais ça peut quand même permettre une forme d'évolution. L'idée, ce n'est pas simplement l'acte lui-même en soi n'a rien d'extraordinaire. Le chien le fait, puis il s'en porte aussi bien, qu'il y a plusieurs individus qui le font en public, puis il s'en porte aussi bien. Ce n'est pas l'idée. L'idée, simplement, c'est qu'on a une forme d'énergie qui est vitale chez l'homme, d'ailleurs, c'est le terme de l'énergie vitale, et l'énergie physique même qui peut être transmuée. C'est un processus évolutif qui a son bon côté, il est extrêmement rapide. Il y a 1 milliard de mauvais côtés, c'est que si vous n'arrivez pas à l'accomplir, vous allez tellement avoir de jouissances psychologiques que vous allez abandonner tous les moyens d'évolution pour ne prendre que celui-là, même si vous n'êtes pas prêt. En réalité, ce n'est que pour jouir de la jouissance. Donc, il y a plusieurs pièges, et l'individu qui aborde ce chemin doit être royalement prêt. Royalement prêt,
encore là, l'individu va déterminer lui-même s'il est royalement prêt. Mais les lois de la trame cosmique ne se fient pas à l'individu pour savoir que l'individu est prêt. L'individu sur le bon chemin, il est prêt. Il n'est pas sur le bon chemin, il se croit prêt. Ben, ça change rien s'il n'est pas sur le bon chemin pareil. Le résultat de son acte est un résultat manqué, de toute manière, que l'individu soit ce qu'il voudra. Sinon, il va être sur le bon chemin. Alors, en ce qui concerne l'évolution par l'énergie sexuelle, c'est un cheminement qui a été employé dans l'Antiquité parce que pour arriver à faire évoluer la race et pour permettre à certaines entités matérielles de pouvoir entrer en communication avec des énergies supérieures, on devait, l'énergie tramique a donc permis à certains individus de rouler sur ce chemin pour accélérer l'état des choses. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire et c'est extrêmement dangereux. Très dangereux. Plus dangereux aujourd'hui que c'était dans le passé aussi. Oui, parce que l'être humain a une recherche de jouissance physique et psychologique beaucoup plus forte qu'il a peur de ne pas évoluer. Ici, un temps où pour l'être humain, c'est absolument important d'avoir la faveur des dieux, non pas pour bénéficier de certaines choses, mais parce que l'évolution était importante. Alors, on avait des prophètes, on avait des maîtres un peu partout, on avait quelqu'un qui arrivait qui parlait intelligemment, même si on ne le connaissait pas, on l'écoutait. Aujourd'hui, c'est plus important d'avoir une jouissance physique ou psychologique que d'évoluer. Alors, ce qui fait que si tu prends un moyen dans ce genre et que tu manques ton coup, mais t'as un souvenir absolument incroyablement jouissant de ce que tu as fait, tu risques de ne vouloir créer que cette chose, que cette état de chose, et dans l'Antiquité, tu avais suffisamment de respect pour l'évolution, que tu savais que c'était bon, tu peux t'amuser un peu avec ça, mais à un moment donné, tu cherchais encore à aller plus loin. Les alchimistes sont tous des grands sexués, disons. Oui. Et ils ont travaillé avec l'énergie sexuelle. Mais ils ont continué à rechercher et à percer. Ils ne se sont pas arrêtés à la jouissance évolutive. Donc, aujourd'hui, on a tellement de moyens, et on a un corps physique tellement plus évolué qu'on n'a plus besoin de le pousser à ce point-là. On a tellement de moyens, un petit peu plus longs, mais tellement plus sécuritaires, des moyens qui s'adressent à la collectivité, à la masse, que ce serait absurde que d'essayer, encore là, de pousser l'être humain à évoluer par ce chemin. Poussant l'être humain à évoluer par ce chemin, il ne devient pas Dieu. Il ne devient que conscientisé, c'est-à-dire que pendant un laps de temps relativement long, tous ces schémas vibratoires sont extrêmement élevés par l'énergie vitale qui, au lieu d'être transmuée en vie, donc d'être éjectée à l'extérieur, même si c'est dans un sac en plastique, comme tel, c'est de la vie qu'on vient d'éjecter, là. Alors, l'énergie vitale, au lieu d'être transmuée en vie extérieure, elle est recanalisée par l'homme. Et l'homme passe son temps, tout au long de sa vie, l'homme et la femme ramassent de l'énergie vitale, un certain quota, et quand il en a suffisamment, elle va soit viler, ou encore, il va être prêt à pouvoir enfanter. C'est-à-dire qu'il va donc y avoir fabrication de spermatozoïdes viables, génétiquement. Les autres sont fabriqués par le corps physique, mais ils ne peuvent pas enfanter. Et tu as des spermatozoïdes qui ont une énergie vitale, viable, ceux-là sont vivants. Et si tu as un orgasme, c'est-à-dire que si tu ouvres le chakra qui s'appelle Muladhara et celui qui est légèrement supérieur, qui est relié aux organes génitaux, parce que le Muladhara n'est pas relié aux organes génitaux, il est relié au surrénal, quoi qu'on en pense, et si tu arrives par une relation sexuelle à ouvrir ces canaux-là, ce qui est fait, et c'est ce qui va rendre viable les spermatozoïdes pour avoir un enfantement, et que tu ne l'éjettes pas à l'extérieur, donc il n'y a pas d'éjaculation, automatiquement l'énergie est recaptée par le centre Muladhara, qui est celui relié aux glandes surrénales, et automatiquement cette forme d'énergie va cheminer tout au long de la colonne vertébrale pour arriver jusqu'au centre, au carrefour d'énergie, disons, qui est au-dessus de la tête, qui est relié à la glande pinéale. L'individu qui vit cet état de choses voit donc tout son schéma vital et physique augmenter en vibration d'une façon incroyable, parce que la dose d'énergie vitale qu'il a canalisée, qu'il a condensée pour transmettre la vie, il ne la voit jamais. Tu as 50 piastres, tu mets dans un pot. Tu as 50 piastres, tu mets dans un pot. Tu as toujours 50 $, donc tu n'as jamais rien. Et tout d'un coup, tu ramasses ton pot, pour lieu de le jeter, tu le gardes. Tu as 3 millions de $. Tu n'as jamais connu cet état de choses. Tout ton schéma augmente en vibration, ainsi que ton plan astral, parce qu'il est relié au plan vital, et ton plan mental. Donc, pendant un laps de temps relativement long, dépendant de la dose d'énergie vitale que tu avais canalisée avant, tu vas être en extra-lucidité, donc on appelle ça l'illumination, tu vas être préscient, tu vas être en relation avec des énergies supplémentaires de très haut niveau. Maintenant, lentement, ton taux baisse, et c'est à toi de te servir des connexions que tu as pour pouvoir travailler. L'individu qui arrive à cet état de choses, une fois
ne recommence jamais. Parce qu'il n'a pas besoin de recommencer, parce qu'il reste suffisamment haut pour rester maintenant en relation avec les énergies supplémentaires. Donc, il ne recommence pas. C'est pourquoi on a des individus comme certains grands maîtres ou initiés ou alchimistes qui ont fait certaines choses et qui, après un moment donné, ont abandonné. Ils n'en avaient plus besoin. Celui qui est rendu presque à cet état de choses aura peut-être des relations sexuelles, mais simplement pour capter de l'énergie vitale pour pouvoir s'en nourrir, continuer à vivre et à travailler. Mais sinon, l'individu arrive à passer cette étape où il reste en relation avec les énergies supplémentaires, donc énergie de haut niveau, et il n'a plus besoin de passer par la relation sexuelle de façon évoluée. L'initié parle où il y a des relations sexuelles. Il ne peut faire les deux choses en même temps. Et quand je dis en même temps, c'est évident. Mais je veux dire, dans un laps de temps, disons une période d'1 an ou 2 ans. Alors, il parle parce qu'il a la parole, l'énergie vitale augmente son taux vibratoire pour lui permettre d'avoir la parole, ou il communique la vie, ou encore il évolue par une dose, disons, de tantrisme ésotérique qui l'amène à un orgasme par éjaculation qui dure un temps suffisamment long pour permettre à suffisamment d'énergie vitale d'être transmuée en énergie, disons, de type médiane ou de type de synthèse qui va pouvoir circuler au niveau des méridiens de la colonne vertébrale pour pouvoir venir énergiser les carrefours d'énergie, ce qui fait que l'homme devient énergisé, dynamisé. Alors, je ne réponds pas à cette question en oui ou en non, tout dépend simplement de l'état psychologique de l'individu et des raisons qui la poussent ou qui le poussent à avoir des relations sexuelles avec l'extérieur. Maintenant, comme je vous dis, le mariage est une chose qui a été utile, mais qui aujourd'hui, disons, amène plus au divorce. Il y a plus d'individus qui ne se marient pas, qui restent ensemble, que d'individus qui se marient. Enfin, il y a moins de séparation des individus qui se marient pas. Alors, ce qui fait que ça, c'est simplement à voir. Maintenant, le fait d'avoir un enfant, on a une conférence sur la conception